Bon allez, c'est parti. Bon, l'armée rouge, Synapse, je crois qu'on l'avait vu, hein, il lance un dé en plus sur les tests de Battle Shock, et faut être à 6 pouces d'une unité synaptique. Et ça, c'est pas mal qu'ils disent à chaque fois qu'elle doit faire un test de Battle Shock, parce que des fois, on a des capacités qui permettent de forcer le test de Battle Shock. Quand vous réussissez en fait à forcer un Battle State, Voilà, je reprends. Je préfère lorsqu'on force un test de Battle Shock sur des unités ennemies quand c'est le tour de l'ennemi, parce qu'en fait, si jamais c'est pendant votre tour, vous dites, ok, vous arrivez à Battle Shock unité ennemie, vous attendez votre fin de tour, et en fait, dès le début du tour de votre adversaire, ces unités ne sont plus sous l'effet Battle Shock. Donc, ça veut dire que vu que vous marquez vos points de victoire à la fin de la phase de commandement, au niveau des missions primaires, bah du coup, hop, vous récupérez en fait votre capacité de contrôle d'objectif, et vous marquez vos points. Donc en fait, faut vraiment que vous forciez, ok, à faire un test de Battle Shock, mais il faut aussi que vous forciez à ce que l'unité adverse que vous ciblez réellement soit en dessous de son demi-effectif pour que pendant son tour, il puisse faire son étape de commandement avant de marquer ses points pour qu'il soit choqué et ne puisse pas contrôler l'objet. Donc pour le moment, au niveau des règles de base, on ne sait pas si une unité qui est toute seule sur le marqueur objectif, donc à portée du marqueur objectif, au niveau du contrôle, et elle a 0 en capacité de contrôle, en vérité, on ne sait pas si elle contrôle ou non l'objectif. Je m'explique. Il y a deux versions qui se castagnent. Il y a la première où je penche un peu plus vers celle-ci où si vous avez 0 d'objectif contrôle, vous ne contrôlez pas l'objectif, même s'il n'y a pas d'adversaire, dans le sens où ça donnerait moins d'importance aux capacités qui permettent d'avoir un objectif collant. Un objectif collant, c'est une capacité qui vous permet de garder le contrôle de l'objectif, même si vous n'avez plus d'unité dessus, bien entendu, jusqu'à ce qu'un adversaire en reprenne le contrôle. Donc en fait, si jamais on peut contrôler un objectif avec une unité qui a 0 d'objectif contrôle, bah ça réduit l'intérêt des capacités d'objectif collant. Donc c'est pour ça que je suis plutôt favorable à cette version. Et il y a une autre version parce que effectivement, dans les règles, il dit juste, pour savoir à quel moment vous calculez vos caractéristiques d'objectif contrôle, c'est lorsque vous avez une figurine à portée de l'objectif marqueur, donc elle doit être dessus. Et à partir de là, vous comptez tous vos objectifs contrôle, et celui qui en a le plus contrôle l'objectif. Donc je me dis, un adversaire qui n'a pas de figurine sur le marqueur objectif, est-ce qu'il n'a rien, c'est-à-dire même pas 0, ou est-ce qu'il a 0? Donc voilà, c'est deux versions qui se combattent à l'heure actuelle. Moi j'ai une préférence, je vous l'ai exposé, je vous ai dit pourquoi. À voir, Games, s'ils vont justement fac ce moment-là, ou est-ce qu'on va retrouver plus de précision dans le pack GT? Donc pour l'instant, il va falloir patienter. Shadow in the Warp, c'est plutôt intéressant, c'est pas que pendant ton tour. Du coup, c'est fort. C'est un peu la double peine pour votre adversaire, parce que si du coup vous avez réussi à avoir des unités, à baisser les unités, certaines unités adverses, à en dessous de la moitié de leur effectif, vous savez que pendant son étape d'ébranlement, donc son étape de Battle Shock, qui arrive, en fait, vous avez l'étape de Battle Shock ici, puis juste avant, vous avez l'étape de commandement. L'étape de commandement, c'est là où on va activer toutes les capacités qui vous disent nanana pendant votre phase de commandement. Donc, c'est là où intervient Shadow in the Warp. Donc, du coup, durant le tour de votre adversaire, vous lancez le Shadow in the Warp. Vous faites surtout pas pendant votre tour, parce que ça servirait pas à grand chose. Donc là, il va faire tous ses tests de Battle Shock à l'étape de commandement. Donc, il va en rater, il va en réussir. Mais les unités qui sont à moins de la moitié de leur effectif, qui ont réussi le Battle Shock test du Shadow in the Warp, va devoir refaire un deuxième test de Battle Shock test durant sa deuxième étape, et ici, là, voilà, un deuxième test de Battle Shock test parce qu'ils sont à moins de la moitié de leur effectif. Donc, faites-le pendant le tour adverse. Si vous êtes un peu à la traîne en termes de points de victoire, ou pour maximiser un scoring, vous pouvez l'activer pendant votre phase de commandement. Comme ça, les unités Battle Shock peuvent passer à 0, enfin, si jamais il rate son test, les unités passent à 0 de contrôle d'objectif, et du coup, vous pouvez faire un différentiel comme ça pour contrôler des objectifs principaux pour marquer votre score primaire. Ça fait un peu plan de survie plutôt que de dicter son plan de jeu. Donc détachement le rouge, bon ça on l'a vu, l'hyper-adaptation. Alors moi, en fait, c'est voilà, au début de votre premier tour, tu en sélectionnes une, qui sera active pour ton armée jusqu'à la fin de la bataille. Ok, alors j'aime beaucoup les deux. L'hyper-agression qui vous permet justement de vous dépatouiller quand vous affrontez des listes avec un peu trop de monstres et de véhicules que vous ne pouvez pas faire tomber facilement, et du coup le Lethal Hit est bienvenu. Et je trouve qu'il manque un peu, enfin il me semble, avec ce que l'on connaît pour l'instant des tyrannides, il manque de la relance pour que vraiment le Lethal Hit soit impactant. Parce que autant en Space Marine on dit House of Moment, ou le reroll touche bless, allez, ça dégage. Autant en tyrannide, les relances sont un peu moins faciles. En tout cas, c'est la première appréhension qu'on a. Ok, c'est au début du premier round de bataille, donc en fait, c'est pas une adaptation que vous allez devoir inscrire sur votre liste comme on a connu pendant un moment en V9. Vous allez choisir avant de commencer votre tour de bataille, donc c'est vraiment adaptatif et c'est très bien. Alors, les stratagèmes.
Rapide régénération. Donc c'est... Ah oui, pour 1 CP Feel No Pain 5+. Alors pourquoi je dis ça? Dès que le codex est sorti, j'avais cette volonté de jouer Tervigon et Thermagaunt. Et là, je me dis, pour un PC, toute mon unité à Feel No Pain 5+, parce qu'elle sera forcément à portée synaptique de mon Tervigon. Donc ouais, bien. Alors, Adrenal Surge, 2 PC. Alors, donc c'est forcément en phase de combat, et ça fait quoi? Critical Hit sur 5+. Ouh. Ah ouais, avec la touche soutenue, ça peut faire mal. Ouais, à défaut d'avoir des relances, favoriser en fait des critical hits, c'est bien. Pour l'instant, les deux stratagèmes me plaisent, et c'est vraiment des stratagèmes impactants. Ensuite, Death Frenzy, pour un PC, phase de combat, juste après qu'une unité ennemie. Ok, donc sur un 4+, tu peux combattre, c'est ça? C'est un Fight on Death, donc c'est un combattre en mourant. Ça peut être bien. Faudrait voir avec les Ormagaunt, je crois qu'on n'a pas vu leur fiche encore aux Ormagaunt. Parce que les Ormagaunt, c'est des unités qui sont populeuses, qui meurent facilement, qui fait que faire des 4+, sur beaucoup de figurines, bah, ça vous donne quand même un bon volume d'attaque. Et du coup, si derrière on combine avec la touche soutenue, Critical Hit sur 5+, bah voilà, là on commence déjà à avoir quelques petites combinaisons qui peuvent être sympas. Overrun. Alors, Overrun, hein, on s'en souvient, hein. Ce stratagème en V9. Alors, et ici, ils te disent, donc, vous pouvez faire un mouvement de consolidation. It can move up. Donc, vous pouvez... Ah, vous pouvez le faire à 6 pouces au lieu de 3 pouces. Ok. Si votre unité est à portée synapse de votre armée et pas à portée d'engagement d'une unité ennemie, à la place, vous pouvez faire un normal move. Oh! Ah, c'est fort. Parce qu'en fait, là, vous enlevez tous les carcans que je vous ai annoncés. Donc, vous êtes obligé d'aller vers la figurine la plus proche, enfin 3 pouces. Vous devez forcément arriver soit contact socle à socle, soit à portée d'engagement. Si c'est pas le cas, vous pouvez pas faire le mouvement de consolidation. Ou alors, si c'est pas l'unité ennemie la plus proche, vous pouvez faire la même chose, mais avec un marqueur objectif, le plus proche. Et vous devez être forcément à portée de cet objectif. Et là, on vous dit, donc déjà, au lieu de 3 pouces, c'est 6. Et surtout, c'est si vous êtes à portée synapse, au lieu que ce soit un mouvement de consolidation, c'est un normal move. Donc là, le normal move, vous pouvez le faire n'importe où. Il y a plus tous ces carcans, on vous dit c'est que figurine, c'est que marqueur objectif. Non, non. Joseph, je fais un mouvement normal. Je vais dans la direction que je veux. Et bah, bien. Parce que le mouvement de consolidation, ça peut être aussi pendant la phase de combat adverse. Et là, on vous dit pas que c'est forcément votre phase de combat, c'est n'importe quelle phase de combat. Et c'est pendant le tour adverse que vous le tuez. Pour un PC, vous faites un normal move de 6 pouces si vous êtes à portée synapse. Trop fort. Vous allez piquer un objectif, vous prenez du terrain pour faciliter une charge pendant votre prochain tour. Enfin, waouh, j'aime beaucoup. On a Synaptic Insight. Alors, donc là, c'est pendant votre phase de commandement. Donc, soit 2 unités à portée synapse, soit qu'une seule. Effet, vous sélectionnez une hyper-adaptation, ok, qu'à la fin de la bataille, cette hyper-adaptation est active pour les unités sélectionnées, en plus de celle qui est déjà active. Pardon? Ça veut dire que vous prenez Sustained Hit, vous prenez Lethal Hit. Ou s'il y a quelques persos, vous pouvez partir sur 2 unités clés qui sont des tueurs de persos en prenant précision. Pour un PC, vous avez 2 unités à portée synapse. Ok. Il n'y a pas de limitation d'utilisation de une fois par bataille, donc tour 1, vous le faites sur 2 unités tyrannides à portée synapse. Tour 2, vous faites encore 2 unités tyrannides à portée synapse. C'est un PC, c'est pas si cher. Endless Worm, on l'a vu hein, durant votre phase de commandement, donc 2 unités Endless Multitude, donc ça va être tout ce qui est Gaunt. De votre armure à portée synapse, aucune seule qui n'est pas à portée synapse, et vous récupérez D3+3 figurines dans l'unité. Alors là, on passe aux enchantements. Donc, Alien Cunning en V9, c'était vous êtes super OP et vous comptez pour 5 figurines. D'accord, donc là on a un redéploiement. Alors le redéploiement c'est très fort. Alors en V9 en tout cas c'était très fort. Faudra voir en V10, mais ça m'a l'air bien. Alors ensuite on a Perfectly Adapted. Une fois par tour, vous pouvez relancer un jet de touche, de bless, de damage, d'advance, de charge ou de sauvegarde fait par le porteur. Ok. Parce que c'est soit vous relancez un jet pour toucher, soit pour blesser, soit de damage, soit d'advance, de charge ou de sauvegarde. Mais c'est pas une fois tous. Ça, c'est pas vous avez le droit, durant votre tour, à une relance de touche, une relance de bless, une relance de damage, etc. Et vous devez en choisir une, et vous avez le droit qu'à une relance. C'est peut-être pas ce qu'on mettra en priorité. À voir avec les autres. Synaptic Linchpin, ça c'était ce qui augmentait, je crois que la portée synapse en V9. Et maintenant, c'est quand une unité tyrannide est à 9 pouces du porteur, elle est considérée comme étant à portée synapse. Donc, c'est pareil, ça agrandit la portée synaptique de votre gars. Suivant, on a Adaptive Biologie. Le porteur a l'insensible 5+. Bon, bah ça reste un classique. En fait, dès le premier point de vie perdu, t'es en Feel No Pain 4+. Au début de n'importe quel tour, si le porteur a moins de points de vie qu'au début, il y a une Feel No Pain 4+. Ça m'a l'air complètement cheaté. Ça m'a l'air être le truc complètement pété, ça. Déjà qu'une Feel No Pain 5+, genre, c'est insane. Mais là, ça veut dire que si t'es une créature qui a un vue à 4 native, tu vois, je sais pas, genre un Hive Tyran, un vue à 4. Derrière, tu lui mets ça, tu fais moins 50% sur les blessures dues à l'invulnérable, et derrière tu réenlèves 50%. Non mais c'est complètement cheat. Ouais, c'est ça. En fait, la créature, soit tu la one-shot, soit après t'es en galère.
Surtout si en plus il y a des capacités pour se régénérer ou autre. Tu vois, ouais, je sais pas. Ça, vraiment, je trouve ça trop fort. Bref, tyran ailé. Alors, mouvement 12, donc on est assez rapide. Endurance 9. Je pense que 9, c'est un peu le palier, on va dire, inférieur des endurances maintenant. Parce qu'on va avoir... je prends l'exemple, en fait, je me base sur la force d'un lance-missile anti-char qui est force 10. Donc, ça veut dire que ça nous blesse sur 3+. Canon laser, force 12, ça nous blesse sur 3+. Je crois qu'il y a que les fuseurs qui sont restés force 8 et du coup vont nous blesser sur du 5+. Donc... Endurance 9, je trouve ça un peu light pour des monstres blindés, on va dire pour des blindés. Donc à voir. Sauvegarde à 2, très bien. Donc on n'est plus à 3+, on est save à 2. Là je vois on est un vu à 4. Pendant 7, bon bah de toute façon il est Synapse donc OSEF, OC3. Alors moi j'ai bien envie de voir d'abord ce niveau de ses équipements. Donc il a quoi? Il a une épée d'os, le whip et le tir-en-talon. Il peut remplacer l'épée d'os et son whip par un de ces trucs là. Donc je pense pas qu'on le fasse. Donc sinon, alors maintenant, le canon étrangleur et le canon venin sont blast. Il me semble que le canon venin était pas blast, mais peut-être le canon étrangleur. Et voilà, le canon venin qui passe blast, c'est pas mal. Par contre, on n'a plus 3 tirs automatiques, on est passé à D3. Et vu qu'on est en blast, faut toujours compter +1, parce qu'en général, on va tirer régulièrement sur des minimum des unités de 5. Donc on est plus souvent en D3+1 que vraiment en D3 soi-même. Touche à 2, force 9, PA-2, dégâts 3. Donc voilà, on a un gros nerf par rapport à l'édition 9, enfin à la V9, Strangleturn Cannon, on est en D6+1, on était en D3+3, je crois. Ouais, c'est ça, parce que la harpie, c'était 2D3+6. Donc on était en D3+3, donc c'était mieux. Là, en gros, on est en D6+2 parce que blast. Moyenne de 5 tirs, c'est à peu près équivalent, on va dire. Donc par contre, force 7, maintenant, PA-1, dégâts 2. On reste sur une base de dégâts 2, mais on est PA-1 et force 7, alors qu'avant, c'était 8 et -2. Ça marche. L'épée monstrueuse avec le lâche. Donc on relance léger pour blesser, c'est Twin Linked, 6 attaques, touche à 2, force 9, PA-2, dégâts 3, donc c'est correct en termes de stats. Par rapport à la V10, on a les monstrueux Sizing Talons, et il était équipé de quoi je disais? De tir en talon, c'est tout, ok. Alors si jamais vous enlevez l'épée d'os, vous tapez au tir en talon et vous avez des extra attaques avec les monstrueux Sizing Talons. Donc ça fait quoi? Ça fait, ok, c'est 4 attaques en plus en gros, donc ça ferait 9 attaques à 2+, force 7, PA-2, dégâts 2. Ah ouais, donc c'est soit tu fais 6 attaques, et rien d'autre, soit tu fais 5 attaques et peut-être un tir, ou alors tu lui mets les monstrueux Sizing Talons pour faire les 9 attaques. Ça se discute en vrai, ça se discute. Parce qu'en vrai, si on garde l'épée monstrueuse, parce que dans les équipements, j'y reviens, donc épée monstrueuse Bioknout et tir en talon. Et tir en talon, c'est ça, c'est pas de l'extra attaque. Ça, ils auraient pas dû mettre l'extra attaque ici, ils auraient dû la mettre là. Et du coup, je pense qu'on aurait gardé la Bone Sword et le Bioknout pour faire les extra attaques avec les tirs en talon. Et vu qu'il n'y a pas d'extra attaque, bah, ça encourage plus à jouer les monstrueux Sizing Talons ou une arme de tir à la place de l'épée d'os. Bon, on va aller voir les caracs pour voir si ça améliore le choix, mais pour l'instant, ouais, je serais plus là-dessus. Soit on met une arme de tir et on joue avec les tirs en talon, soit on enlève l'épée d'os et on met les monstrueux Sizing Talons pour avoir les 9 attaques. Et là, ils veulent pas encourager les joueurs à jouer ça, parce que 6 attaques, ok, c'est bien, mais quand t'as de l'invue à 4, même si si tu fais 6 blesses, stat, le gars, il t'en sauve 3, donc tu lui fais 9 dégâts quand même, mais pas intérêt de foirer tes touches, quoi. Alors, Will of the Hive Mind. Même si c'est pas forcément des stratagèmes à 2 PC, vous pouvez sélectionner une unité, et soit vous faites ça, pour 0 PC au final, donc elle est à 12 pouces, soit vous faites ça une fois par tour, un stratagème gratuit. Là, ils te disent pas quand, donc c'est cool. Paroxysme. Au début de la phase de combat, vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 12 pouces et visible de cette figurine, et lancer un des 6. Sur un 1, le Psyker subit D3 blessures mortelles, ok. Et sur un 2+, jusqu'à la fin de la phase, il inflige -1 attaque caractéristique, ok. Donc en gros, ils ont -1 attaque sur leurs armes et jusqu'à la fin de la phase. Ouais, ça va. Ok. Donc ouais, pas mal. Intéressant. J'aime beaucoup la première capa pour 0 PC. La deuxième, c'est quand même une chance sur 10 de prendre D3 mortels. Oh! Alors ça, du coup, les D3 mortels, ça peut être en combinaison avec la biologie adaptative. Et du coup, au début de n'importe quel tour, c'est ça. Of any turn, donc à ton tour, hop, je prends D3 BM. J'ai perdu un PV après ma Feel No Pain à 5. Début de ton tour. Ah! Je suis pas entièrement avec mes PV de départ. Maintenant, j'ai Feel No Pain à 4. Donc, paroxysme, ouais, ça peut être en combinaison avec la biologie adaptative. Et puis là, un vue à 4, Feel No Pain à 4. Allez, vas-y pour le tuer. Alors, le Pedro à pied. Donc, c'est le même pas en plus petit format, mais à pied et non pas avec des ailes. Mouvement de 8. Donc, ça va, il reste assez mobile. Endurance 10. Ça, c'est bien. Du coup, les missiles anti-char, c'est sur du 4+, que ça blesse. Ça, il va 2, 10 PV. Après, ça change pas grand-chose. Il a le droit aux mêmes armes. Et ici, du coup... Alors, il est équipé de la monstrueuse et de la monstrueuse Sizing Talon. Donc, cette figurine peut remplacer
remplacer son épée d'os et son Bioknout par un canon venin, un Strangleturn Cannon ou des Sizing Talons. Cette figurine, donc on peut remplacer les Sizing monstrueuses là par un Heavy ou un Strangleturn. Donc là par contre, il peut être leader. Attends, il est pas leader l'autre. Hein. Ouais, lui il est pas leader, donc il se fait tirer dessus. Hein. Il est pas leader, il est pas lone opérative. Donc maintenant c'est possible qu'on ne joue plus cette version. Et plutôt celui-là, parce qu'il est leader. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait. Alors du coup, vous virez les 4 extra attaques, vous mettez une arme de tir et puis vous le jouez avec ces armes de cac. Et là c'est plutôt rentable. Plutôt que de changer ça pour juste avoir 4 extra attaques. Donc ouais. Ou alors vous le gardez tel quel et vous avez 6 attaques de mêlée plus 4 attaques d'extra attaques. C'est possible aussi. Ah ouais, le ailé il est tout seul et lui il est leader. Bon, il Deadly Demise D3. Alors attends, parce que il avait pas un autre truc ici lui. Et, ouais, ok, Deep Strike, mais ça c'est parce qu'il a des ailes. Ok. Et lui il est leader et il a pas Deep Strike parce qu'il a pas d'ailes le pauvre. Donc il garde la même capacité d'utiliser un stratagème à 12 pouces sur une unité tyrannide pour 0 PC. Et ensuite il a Lancelot en aura psychique. Quand une unité tyrannide est à 6 pouces de cette figurine, les armes à distance dont sont équipées les figurines de cette unité ont assaut. Et faudra voir avec les guerriers tyrannides ou les gros monstres qui tirent, parce que n'importe quelle unité qui est à 6 pouces de cette figurine. Attends, puis c'est un passif. Ouais, c'est une aura passive, c'est pas il sélectionne une unité, c'est toute celle. Ouais, d'accord. Ok, putain, fort. Et je pense que c'est lui qui sera joué. Je vois pas l'intérêt en fait du coup du prince volant par rapport à celui qui est à pied. Mais du coup, il se l'autodonne aussi. Parce que ça, c'est pas des armes lourdes, ils ont pas le mot-clé lourd, donc ils ont assaut. Donc du coup, il peut advance et tirer. Alors, il peut rejoindre que les tirs en garde. Ça change pas trop à ce qu'on joue en V9. Donc ouais, là, clairement, je vois pas le principe de jouer la version ailée, mais là, faut jouer la version à pied, les gars. Là, je vois pas le principe. Hein. Parce que ça, normalement, ça fonctionne pour lui, donc il a arme d'assaut, donc il bouge de 8 plus des 6. Bon, il peut pas changer. Mais le canon venin, il devient assaut blast, touche à 2. Parce que je rappelle, hein, maintenant, l'assaut en V10, il n'y a plus le malus. On reste sur une invue à 4, sauvegarde à 2. Vous pouvez toujours lui mettre... Alors, lui, par contre... Ah si, il y a une différence avec l'ailé. La biologie adaptative est plus facile à proc sur la version ailée que sur la version à pied. Parce que l'ailé, avec le paroxysme, il a une chance sur 6 de s'infliger des 3 blessures mortelles, et donc de perdre un point de vie, et donc d'avoir une Feel No Pain à 4. Eh oui, on pense à tout là-dedans. En vrai, vous jouerez la version à pied. Le Swarmlord, Mister Patate. Alors, mouvement 8, tendu 10, ouais, c'est comme le tyran à pied. Il est leader, donc il va avoir que les tyrans tyrannides, il est équipé de Synaptic Pulse et Bone Sabre. C'est un héros épique, donc on peut le prendre en qu'un seul exemplaire, hein, comme avant. Alors, on va plutôt s'attarder sur ses armes. Synaptic Pulse, donc Psychic Torrent. Donc, c'est des attaques psychiques. Donc, si jamais vous avez notamment le Librarian en armure Terminator avec la coiffe psychique qui fait que vous avez une insensible 4+, contre les attaques psychiques, du coup, ça marche contre ça. Torrent, donc, il touche auto. Force 5, PA-1, dégâts 2. Dégâts 2, c'est bien. La force est correcte. PA-1, je pense qu'en V9, ça aurait été PA-2. Et du coup, vu qu'il y a une baisse de PA en général sur la V10, donc PA-1, c'est un peu la PA classique. Portée 18 pouces, c'est pas ridicule. Bone Sabre, donc il relance léger pour blesser. Il a 8 attaques. Ouais, ok, c'est des épées d'os en termes de stats, sauf qu'au lieu d'avoir 6 attaques, il en a 8. Faudra voir le nombre de points qu'il coûte et le comparer. Alors, bon, il est leader, donc ça, on l'a dit. Alors, au début de votre phase de commandement, si cette figurine est sur le champ de bataille, vous gagnez un PC. Donc déjà, ça va être intéressant parce que avec les objectifs secondaires, on va dire, donc soit vous prenez les objectifs tactiques où vous piochez vos cartes de manière aléatoire et puis vous devez valider vos objectifs pour marquer des points de victoire secondaires, en gros. Ou alors vous prenez des tactiques fixes et là vous choisissez parmi, il me semble, une dizaine de cartes à l'heure actuelle. Vous avez un espèce de logo en bas à droite de la carte de mémoire. Et là, du coup, vous avez, c'est un peu comme les secondaires qu'on a connus en V9, sauf que là, au lieu d'en choisir 3, vous en choisissez que 2. Mais si vous choisissez la version aléatoire, donc la version tactique, les objectifs, en fin de tour, vous avez le droit de vous défausser d'une ou plusieurs cartes. Et si vous le faites, vous gagnez un point de commandement. Sachant que durant notre tour, en dehors du point de commandement qu'on gagne au début du tour d'un joueur, on va dire le point de commandement réglementaire, entre guillemets, et vous n'avez le droit que de gagner qu'un seul point de commandement, peu importe la source. Donc si vous jouez les tactiques aléatoires, que vous défaussez, que vous gagnez un PC, et que vous avez déjà gagné un PC avec votre Swarmlord, vous ne pourrez pas gagner un point de commandement en défaussant une carte. Vous pourrez toujours vous défausser de la carte, et vous ne gagnerez pas le point de commandement. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, peu importe la source. En tout cas, plutôt cool. Comme ça, si vous partez sur des tactiques fixes,
si on voit qu'au niveau compétitif, c'est les fixes qui sont les plus rentables, ou en tout cas vous arrivez à construire une liste forte comme ça, bah du coup le Swarmlord est bien pour récupérer un point de commandement assuré à chaque tour. Par contre, faudra pas le perdre. Si vous le perdez, plus rien. What's up? Que dalle. Ensuite, il a maligne présence, donc une fois par bataille. Après que votre adversaire ait utilisé un stratagème, si cette figurine est votre seigneur de guerre, donc il doit être seigneur de guerre, et sur le champ de bataille, il peut utiliser cette capacité si vous le faites jusqu'à la fin de la bataille, vous augmentez le coût du stratagème adverse d'un PC. Puisqu'on est tyrannide, hein, on fait faire pas mal de Battle Shock tests, notamment grâce à Shadow in the War. Bah, si vous faites que le stratagème braverie insensé, Insane Bravery, qui coûte un point de commandement, bah, coûte 2 points de commandement, il va pas pouvoir le faire régulièrement, votre adversaire. Ça peut être bien. Il y a la relance de commandement aussi, qui va être bien. On a quoi? On a le Rapid Ingrace, l'intervention héroïque, qui coûte 2 points de commandement. Avec ça, vous dites, maintenant, ça va te coûter 3. Allez, bon courage! Ensuite, on a Domination of the Hive Mind. Quand une unité tyrannie est à 9 pouces, ok, elle est considérée comme étant à portée synapse au lieu des 6 pouces, ok. Pourquoi pas avoir un Swarmlord à la rigueur pour cette capacité, assurer votre PC supplémentaire et un tyran à pied. Il faudra voir si on pourra avoir les deux, je pense que oui. Ok, bah j'aime bien le Swarmlord en fait. En fait, ces deux capacités-là, j'aime beaucoup, ils sont leaders, donc ils peuvent intégrer une unité de tir en garde. Par contre, vous pourrez pas en mettre 2 dans une même unité de tir en garde. Donc ça veut dire prévoir 2 unités de tir en garde, donc il faudra voir les points que ça prend, etc. Ok pour le Swarmlord, on passe au Broodlord, donc mouvement 8, endurance 5, save à 4, 6 points de vie comme 7, OC1, c'est un peu pauvre. Devastating Wound, Twin Linked, donc lui en fait il a le truc parfait. Hein. Devastating Wound, donc c'est les blessures dévastatrices qui font que sur une blessure critique, donc sur un 6 pour blesser, vous transformez vos dégâts en mortels. Bah, en plus vous avez votre relance DG pour blesser avec Twin Linked, donc très fort. Il est leader, il est scout 8 pouces. Au premier tour de bataille, vous faites un mouvement de 8 pouces, de jusqu'à 8 pouces. Il fait 5 attaques, touche à 2, force 6, PA-2, dégâts 2, donc très correct avec Devastating Wound, Twin Linked. Quand il est le leader d'une unité, les armes équipées des figurines de cette unité ont Devastating Wounds. Alors, je présume qu'il peut aller que dans les Gene Stealers, ok. Hypnotic Gaze, au début de la phase de combat, d'une phase de combat. Sélectionnez une unité ennemie à portée d'engagement de cette figurine. À la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, faites un -1 pour toucher, donc non, c'est cool, ok. C'est une bonne unité de mêlée qui est correcte, qui va infliger un malus de touche, donc voilà, rien de plus. Alors le Tyrannide Prime, on a eu un aperçu, donc c'est 6 attaques de plus, 6 -1, 2. Surtout s'intéresser à ses capacités, donc il donne Sustained Hit 1 à l'unité qui lead, et il peut lead quoi? Les gargouilles, les guys tyrannides, donc en mêlée ça peut être cool. Et peu importe l'arme, donc ça peut marcher pour les tirs, ça peut marcher pour les armes de tir, donc ça peut être bien. Après il faudrait voir si ça se cumule. Si une touche soutenue 1 se cumule avec une autre touche soutenue 1 pour faire touche soutenue 2. Dans ce cas-là, ce serait bien parce qu'on se rappelle qu'il y a une hyper-adaptation, hein. C'est touche soutenue 1. Donc ça fait un peu un espèce de cumul. Et je sais pas si on peut justement les cumuler. Pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. J'espère que oui, sincèrement. Sinon, clairement, si c'est pas cumulable, il y a des chances que le Tyrannide Prime ailé ne soit pas joué, clairement. Deathblow. Si cette figurine est détruite, ouais d'accord, en gros, si elle est détruite par une attaque de mêlée sur un 4+, si vous n'avez pas combattu, sur un 4+, vous pouvez combattre, voilà, avant de la retirer comme perte. Ok, bah à voir en vrai. Tervigon. Ah, ma chouchoute, ma petite chouchoute. Donc, mouvement 8, endurance 11, j'aime, save à 2, 16 points de vie, contrôle d'objectif 5. Ok, bah déjà, elle a une belle stat bar. Hein. Elle est équipée Stinger Salvo, Massive Slicing Talon. Et elle peut échanger son Massive Slicing Talon avec un Massive Crushing Claw. Alors, bon ça faisait déjà 8 tirs, je crois. Force 5 peut à 0, dégâts 1, donc ça n'a pas trop changé. Donc, elle fait ça. Voilà, donc soit elle fait 4 attaques, force 9, PA-2, dégâts D6, ou elle fait 8 attaques, force 7, PA-1, dégâts 2, ou 4 attaques, mais elle touche à 4+, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 1. Il y a des chances qu'on garde ça. Je pense qu'on garde ça. Je pense pas qu'on parte sur le reste. Ok, ça fiabilise bien au niveau des dégâts, mais on touche à 3 là et à 4 ici. Et il y a une meilleure force, une meilleure PA. Je sais pas, parce que si on joue avec ça, du coup, sur 4+, ça fait que stat, vous en touchez que 2. Vous allez blesser sur 3+ ou 2+ en fonction, et plus souvent sur 3+. Donc ça fait que vous avez une chance d'avoir une blesse qui rate. En fait, sur 2D, vous avez une chance sur 3, 2 fois une chance sur 3, une chance sur 9 d'avoir un échec. Ouais, c'est ça. Et si vous la ratez, même si vous en avez 2 qui blessent, derrière il a une invue à 4, bah, il y en a une qui est sauvée et vous tuez qu'une figurine. Je pense qu'on va la laisser en Slicing Talon en vrai. 8 attaques, dégâts 2, moi je prends. Hein. J'ai joué que comme ça pendant toute la V9 avec ma Tervigon, avec la relique qu'il fallait et le trait qui permettait de relancer léger pour
toucher, donc voilà. Donc Deadly Demise, elle par contre quand elle explose, elle inflige des 6 dégâts mortels, donc c'est pas une petite explosion. Alors, Spawn Termagant, durant votre phase de commandement, vous pouvez sélectionner une unité de Termagant à 6 pouces de cette figurine et remettre D3 plus 3 figurines détruites. Alors c'est plus 2D6, c'est D3 plus 3, donc c'est moins qu'avant, par phase, par phase. J'ai une frayeur, je me suis dit, cannot be selected once. Et puis là j'avais peur battle, je fais, ah non, et là non, c'est bon, phase. Oh, j'ai eu peur. Alors ok, on a un nerf sur le rip-hop, mais vu qu'ils ont amélioré le stratagème, je pense qu'on est kiff-kiff. Et disons qu'au moins, sur 2d6, ça m'est arrivé de faire 2 ou 3 au total, alors que là, minimum, je fais 4. Donc, ok. D'accord, donc petit nerf, on va dire, mais globalement, vu que le stratagème a été amélioré, ça va. Ensuite, on a Brood Progenitor, on aura, quand une unité Termagant est à 6 pouces de cette figurine, les armes à distance ont Lethal Hit. Donc ça va nous faire réfléchir aux armes de Termagant, parce que justement, il y en avait une qui faisait 2 tirs mais de force 4. On se disait bah autant jouer celle qui est force 5, mais si là ils ont Lethal Hit, on a peut-être un peu plus envie de jouer l'arme qui fait 2 tirs au lieu d'un tir. Elle est à 16 points de vie, il faut qu'elle arrive à 5 PV, donc quasiment l'article de la mort. Elle a pas d'invue, donc elle forcément on va lui mettre la biologie adaptative, parce qu'elle elle peut se faire cibler maintenant, c'est plus comme en V9 où tant qu'il y avait une unité de 15 Termagant à 1 pouce d'elle je crois, ou à 2 pouces, je sais plus, 1 pouce il me semble, on pouvait pas la cibler à moins que ce soit l'unité la plus proche, et là elle a pas leader, et elle a pas, en gros elle gagne pas l'aune opérative si elle est à 3 pouces. Moi j'aurais bien vu une capacité genre elle est l'aune opérative, donc agent solitaire, si elle était à 3 pouces ou à 1 pouce on va dire d'unité de Termagant. Et là non, là elle est ciblable, donc heureusement qu'elle a de bonnes stat bars, mais elle a pas d'invue, donc je pense qu'il faut forcément lui mettre la biologie adaptative pour survivre. Mais j'aime bien, parce que franchement avant elle donnait un +1 pour toucher au Termagant, donc ouais. Et là Lethal Hit on fait c'est pas mal. Peut rien rejoindre, pas d'autre capa. Elle est monstre, caractère, psycheur, synapse. Ok, ça me va. Old One Eyes. Ah, le beau Carnifex. Donc endurance 9, bouge de 8, endurance 9. Faudra comparer avec les autres Carnifex, mais il me semble que c'est pareil parce que le Screamer Killer il est à 9. Donc je pense que tous les Carnifex sont à 9. Et pour Old One Eye, j'aurais bien vu peut-être un point d'endurance en plus, un vieux briscard. 3 d'OC c'est bien. Donc soit il fait 6 attaques à 3, force 14, et à moins 3 dégâts, D6 plus 1. Très correct. Ou il fait 12 attaques de force 3 plus, de force 6, PA-1 dégâts. J'ai peut-être vu un dégât 2 pour lui, mais ok, why not. Donc souvent on va taper là-dessus, je pense. Hein. Enfin, après, tout dépendra des cibles. Hein. Par contre, il a insensible 5 plus, donc ça c'est cool qu'il ait de manière native maintenant. Avant, c'était son trait de seigneur de guerre, c'était forcément la biologie adaptative, donc la Feel No Pain à 5, mais là maintenant il l'a de manière native. Carnifex. Ok, bon, Carnifex c'était un peu logique. C'est un héros épique, et c'est tout. Ok, bon, Feel No Pain dans les carnifs. Quand cette figurine est le chef d'unité, à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait des attaques, vous pouvez relancer les jets pour toucher. Et Unstoppable Monster, au début de la phase de commandement de chaque joueur, il regagne des 3 points de vie. Ça c'est cool. Fin de tour à toi, hop, je récupère des 3 points de vie. Fin de tour à moi, hop, je récupère des 3 points de vie. Non, bien, j'aime bien. Franchement, il est plutôt attrayant. Faudra voir un peu la tronche des Carnifex pour profiter de ça. Et c'est make, ouais, c'est font une attaque, donc ça marche même avec le tir. Ouais, c'est pas make melee attack ou make ranged attack, c'est make attack. Vous pouvez relancer les jets de touche. Bah, plutôt bon, franchement, j'aime bien. Guerrier tyrannide avec les armes de portée. Donc contrôle objectif 2. J'ai envie de voir ces deux. Donc on a un prime tyrannide dedans et de 2 à 5 guerriers. Donc maintenant c'est des unités soit de 3 ou de 6 maximum. Chaque modèle est équipé d'un dévoreur et d'une bio-weapon. N'importe quel nombre de figurines peuvent échanger leur dévoreur par soit un Deathspitter ou un Spine Fist. Pour chaque tranche de 3 figurines, une figurine peut remplacer avec un Barbette Strangler ou un Venom Cannon. Alors on va voir tout ça. Donc on a dit c'est Deathspitter, Spine Fist ou Dévoreur. Déjà le Dévoreur il fait quoi? Il fait 5 tirs. Alors maintenant ça touche à 4 tirs. Les guerriers. Et non plus à 3, par contre, c'est au cac, où il touche à 3. Ok, les bio-weapons, en fait, c'est des espèces de petites griffes. Ok, ça fait 5 attaques quand même. Hein. Alors, on disait, donc, Dévoreur, 5 tirs à 4+, force 4, ou alors le Deathspitter qui a 3 tirs, force 5, PA-1. Donc, il y a une petite PA quand même qu'elle a gardée d'avant. Non, c'était PA-2 en V9, donc ouais, PA-1, logique. Et le Spine Fist, donc, il est assaut, donc on peut advance tir, et même au corps à corps, et c'est relance DG pour blesser, et c'est que 2 tirs à 12 pouces, donc non, ce sera pas joué ça.
Donc je pense, ouais, ça va peut-être plus jouer des spitters pour la portée de 24. C'est la même taux de touche, on a 2 tirs en moins, mais on a une meilleure force et une meilleure PA, donc je pense que ce sera là-dessus, toujours. Au niveau des bio-weapons, on a le Barbed Strangler, donc qui est blast, donc qui est D6+1, donc comptez D6+2 en vrai. Donc touche à 4, force 6, PA-1, dégâts 1, et le canon venin qui est blast. Ah bon, on va peut-être jouer plutôt le canon venin. Force 9, PA-2, dégâts 2, donc c'est très correct. C'est D3, donc du coup, je crois que c'était D3 aussi, donc Blast, on est souvent sur du D3+1, donc très correct. Adaptable Predator, cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge un tour où ils ont désengagé. Très fort, très fort, parce que ils donnent touche soutenue aux armes dont ils sont équipés. Donc, le petit guerrier là, touche soutenue, donc là les Despitters, unité de 5 on va dire, il y en a 4. 4 x 3, 12 en touche soutenue, il y a au moins 2 touches supplémentaires. Sachant que vous pouvez désengager, tirer, charger. Donc touche soutenue sur vos 5 attaques. Sur l'unité de 5, c'est quand même 25 attaques. 6 x 6, 6 x 5, 30. Donc il y a 5 touches, on va dire, en plus. Non, c'est correct. C'est correct. Et en plus, si les touches soutenues se combinent, ça peut être encore beaucoup plus correct. Donc bien. Puis le canon venin, qui gagne la touche soutenue aussi. Ça peut être... Alors heureusement qu'ils n'ont pas accès à beaucoup de reroll, en tout cas de ce qu'on voit pour le moment. Et je trouve ça intéressant. Ok. Bon, celle-ci, on l'a vu du coup. Mais ouais, le désengage tir-charge, je trouve ça très fort. Ensuite, le côté arme de mêlée. Alors, on va aller voir un peu ce qu'il y a. Ok, il n'y a rien. C'est que full arme de mêlée. Bio-weapon, point. Quel est l'intérêt? Bon, les bio-weapons, ils ont... Alors, par rapport à leurs copains d'avant, et comment c'était... Ah ouais, ils ont pas le Twin Linked. Ok. En force 5, eux, c'est force 5 PA-2 au lieu de -1. Au lieu de -1, c'est ça? Ouais, au lieu de -1. Ok. Alors, donc bio-weapon, 6 attaques. Il touche à 3. Force 5 PA-2, donc c'est un peu plus intéressant. Et relance des jets pour blesser. Ok. Au début de la phase de combat, vous pouvez sélectionner une des capacités suivantes qui s'appliquent aux figurines de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Donc soit vous relancez les jets pour toucher de 1, ou alors vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 avec une save à 4+. Franchement, je suis pas fan de la version mêlée. Faudra voir les points que ça coûte, mais pour l'instant je suis vraiment pas fan. Juste pour une PA moins, juste pour une attaque en plus et une amélioration de PA, vous pouvez pas désengager charger avec eux, alors que la version tir vous pouvez désengager tirer charger, et à la place c'est au début de la phase de combat, soit vous relancez les 1 de vos jets de sauvegarde, avec des sauvegardes à 4+, voilà ce que j'en pense. Donc le plus intéressant c'est la relance des 1 pour toucher, il peut être bien, mais je trouve pas ça broken. Et je suis un peu déçu sur cette version. Ils sont Synapse, tiens, ok, je vais aller voir eux. Ils sont Synapse aussi, donc je préfère largement la version tir. Surtout si en plus vous jouez avec un Prime, parce que le Prime c'est 6 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2, donc il est efficace en mêlée. Vos gars de tir, ils ont juste une attaque en moins par rapport au mêlée, et ils sont PA 1 au lieu de 2. Ils ont un désengage, tir, charge. Je vois pas l'intérêt de jouer les armes de mêlée, clairement. Donc ouais, très déçu des armes de mêlée. Ensuite, mes petits chouchous, les Thermagant. Alors, Thermagant, donc mouvement 6, bon tout ça on l'a vu. Donc du coup, avec le Lethal Hit du Tervigon, je serais plus à jouer le Dévoreur que le Flèche-Boreur. Même si le Flèche-Boreur a assaut, il suffit que vous ayez du coup assaut, celui qui le donne. Il me semble que c'est le Tyran des Ruches à pied. Ça c'est le Swarmlord. Ouais, Tyran des Ruches à pied. Donc si vos Thermagons sont à 6 pouces de lui et du Tervigon, vous pouvez bouger en faisant votre jet d'advance, en restant bien sûr dans les portées de 6 pouces, Et c'est Whizzing 6 pouces, c'est pas Woolly Whizzing. Donc il suffit qu'une figurine y soit et c'est bon. Et du coup, vous faites 2 tirs, certes de force 4, mais qui blessent auto. Bah moi je prends. Une autre capacité que j'aime vraiment bien, c'est Skulking Aurore. C'est une fois par tour, quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'advance ou de désengagement à 9 pouces ou moins de cette unité, bah vous pouvez, si elle n'est pas engagée à portée d'engagement, vous pouvez faire un normal move de D6 pouces. Donc du coup, en fait, le D6 pouces, normal move, vous pouvez soit vous avancer pour prendre le contrôle d'un objectif, soit vous reculer pour augmenter le jet de charge de votre adversaire. Enfin bref, vous pouvez faire beaucoup de trucs. Techniquement, c'est très fort. Ah voilà, les Ormagont. Donc on voit que les figurines d'Ormagont n'ont pas été refaites par rapport aux Thermagont. Thermagont. C'est un peu dommage qu'ils aient pas refait les Ormagont. Alors, ça bouge quand même de 10. Ça touche à 4+, c'est 3 attaques. PA-1 tout de même. Elle est éligible pour déclarer une charge quand elle a avancé. Simple, efficace. J'ai rien à dire. Ok, c'est pas une force de dingue, mais franchement, PA-1, c'est correct.
Alors ça va pas les taper du Terminator, c'est sûr. OC2, donc ça peut aller prendre des trucs. C'est Endless Multitude avec votre stratagème. Vous pouvez en faire rip-up des 3+3 dans l'unité. Ça peut Advance Charge de manière native. Il n'y a plus d'histoire de stratagème comme en V9. Donc très bien, ça me va. Je pense pas que l'unité coûte très cher dans Magont. C'est pas extraordinaire, ça fait juste son taf. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est les Termagont. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Et c'est pas pour me déplaire. Gargouille, bouge de 12, efficace. Ça évalue toujours au C2, donc toujours très bien. Flèche Borer. Donc ouais, ok, Blinding Venom. Alors, Winged Swarm. Durant votre phase de tir, après que cette unité est tirée, si elle n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemie, elle peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Si vous le faites jusqu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge. En général, c'est pas le genre d'unité qu'on a envie de faire charger, donc très puissant. Franchement, il y a une thématique de mobilité sur tout ce qui est Gaunt que j'aime beaucoup. Les Termagants, c'est si tu finis un normal move advance ou un désengagement, hop, tu bouges de D6. Les Ormagont, Advance Charge. Les Gargouilles, je tire, je fais un normal move de 6, donc je peux revenir en arrière, me planquer, ou aller sur un objectif, parce que je suis quand même objectif contrôle 2 par figurine. Donc Deep Strike, très bien. Non, franchement, ça fait son taf aussi. En fait, je trouve que les Gaunt, certes, c'est pas extraordinaire, mais il y a un esprit tactique avec, qu'ils ont gardé, que j'aime beaucoup. Ensuite, le Toxic Rin. Alors, Monsieur Tentacool, mouvement 8, endurance 11. Alors, vu que c'est le même châssis que... Comment il s'appelle? Le Malceptor, donc il y a des chances que le Malceptor soit endurance 11 aussi. Il est save à 3, 14 points de vie, OC4. Il a pas d'invulnérable, ok. Alors, il a anti-infanterie, donc il blesse enfin, non. Oui, il blesse, mais il fait surtout une blessure critique sur du 2+, donc si jamais il a une capacité qui lui donne Devastating Wounds, sur 2+, il fait 2 mortels sur l'infanterie. Bon, c'est à 9 pouces, 2 D6 tir, sur du 3, force 6, PA-1, donc c'est la même chose. Ici, c'est 12 attaques. Ok. Bah, au moins, il est passé de dégâts 2. Avant, je crois qu'il était que dégâts 1, donc c'était pas fouille. Ensuite, Deadly Demise, des 3 synapses. À chaque fois qu'une unité ennemie, en excluant les unités titaniques, sont à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de votre armée avec cette capacité, et qu'elle est sélectionnée pour battre en retraite, vous lancez un D6 sur 3+, l'unité reste stationnaire à la place. Donc voilà, vous avez un anti-engagement. Faudra voir avec les Venom Trop s'ils ont un peu la même chose, parce que de mémoire, il l'avait mais sur un 4+, et lui c'était sur un 3+. Donc faudra voir s'ils l'ont gardé. Ensuite, on a Hyper Toxic Miasme en aura. À la fin de votre phase de mouvement, vous lancez un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces de cette figurine. De 2 à 3, cette unité prend une Mortal Wound. 4-5, c'est D3, et sur un 6, c'est D6 Mortal Wound. C'est pour toute unité ennemie à 6 pouces, donc le but c'est de le faire avancer, lui. Ok. D'ici là qu'il arrive à 6 pouces de beaucoup d'unités ennemies, mais pour l'instant, il est ok. Il a un bon châssis, il a pas d'invue, pas mal de points de vie, il a une létalité qui est correcte, il a un anti-désengagement qui est cool. On va voir si on peut pas le drop pod aussi comme avant. Et ça inflige de la mortelle, donc pourquoi pas. Tir en garde, donc endurance 8. Endurance 8 pour de l'infanterie. Quand une figurine personnage lead, donc mène cette unité, ce personnage a Feel No Pain 5+. Je vois pas l'intérêt en fait de cette carac, parce que s'il y a un leader qui vient dedans, donc qui lead, en fait les dégâts que vous allouez vont d'abord sur l'unité bodyguard, et là l'unité bodyguard c'est les tirs en garde, donc du coup ça va forcément sur eux, donc vous ne profitez pas de la Feel No Pain 5+. Ce sera que contre les attaques de précision, sauf que les attaques de précision contre un prince tyrannide, endurance 10 un lui à 4 et peut-être déjà une Feel No Pain à 5 ou à 4. Je vois pas trop le principe de la Feel No Pain. Là. Je suis pas emballé par ça. Je vois pas. Je sais qu'au corps à corps, on peut, pour un point de commandement, faire défi héroïque et gagner précision sur ses attaques de mêlée contre le personnage, donc pourquoi pas. Et là, ça pourrait être intéressant. Donc 3 à 6 tirs en garde, Slicing Talon et Rending Claw, et ils échangent quoi? Ils échangent les deux contre Bone Cleaver, Lash Whip, Rending Claw, ou Crushing Claw et Rending Claw. Ok, donc de base, ils ont ça, donc ils font 5 attaques, ou alors ils ont ça, ils relancent leur jet pour blesser, force 5, PA-1, dégâts 2, ou alors ils ont ça, 3 attaques, touche à 4, force 8, PA-2, dégâts 2. Il y a des chances qu'on prenne ça ou les Slicing Talons. Je pense pas qu'on parte sur les Crushing Claw parce que c'est 3 attaques qui touchent à 4. C'est seulement si vous voulez avoir des dégâts 2, sinon vous laissez les Slicing Talons. Ouais, ok, je suis pas ultra emballé par l'unité de tir en garde, mais bon, on en jouera au moins 3 pour si on joue un tyran à pied. Donc, ok, pas transcendant, mais solide. Neurotyran, donc endurance 8, 9 points de vie, save à 4, invue à 4. Lui, il peut aller dans les Neurogaunt ou les tirs en garde. Alors, Psychic Scream, In Your Cover, Psychic Taunt,
restaurant, 2d6, force 5, PA-1, dégâts 2, et 6 attaques, ouais ok, pas ouf. Alors, Node Lash. Quand cette figurine lead une unité, chaque fois qu'une figurine fait des attaques, vous ajoutez un au jet pour toucher, et si en plus elle cible une unité qui est Battle Shock, vous avez plus 1 pour blesser. En sachant que c'est que des neurogones ou des tirs en garde qui peut suivre. Alors autant le plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser sur les tirs en garde, ça peut être bien. Surtout si vous allez chercher la force 8, vous savez, les 3 attaques qui touchent à 4+, ils sont force 8, PA-2, dégâts 2. Là, on peut causer. Du coup, vous touchez à 3, ou alors si vous faites l'autre dégâts 2, vous touchez à 3 pour 3 attaques. Du coup, vous touchez à 2, et vous avez plus 1 pour blesser si l'unité est Battle Shock. Si si un ou plusieurs neurotirants de votre armée sont sur le champ de bataille, que vous faites le Shadow in the Warp, donc vous faites -1 au test. Enfin, vous soustrayez 1 au test de Battle Shock, donc très bien. Relais synaptique, en vrai, je sais pas s'il sera joué, lui. Parce qu'en termes de létalité, je le trouve pas dingue. Peut booster des tirs en garde. Ok, il est intéressant sur le Shadow in the Warp, mais vous pouvez le faire qu'une fois par partie, le Shadow in the Warp. Donc, il sera utile une fois. Donc, les points investis dedans vaut-il réellement le coup? Synaptique relais, ça peut être bien, mais je pense qu'on va jouer guerrier tyrannide, ils sont déjà synapses, donc on s'en fout. Si on joue sur la thématique des Termagontes, on va jouer Tervigon, donc on s'en fout. Là où ça pourrait être intéressant, c'est sur une thématique Ormagonte, parce qu'ils sont pas synapses, donc du coup vous pouvez, si vous voulez advancer charge avec des Termagontes, vous pouvez mettre 2 unités d'Ormagonte synapses grâce à ça. Pourquoi pas? Après il faudra voir peut-être non, ou alors il va être bien avec une armée à thématique Carnifex, vu qu'ils ont pas de synapses. Ça peut être bien aussi, par unité de 3, où vous pouvez mettre justement All One Eye dedans. Du coup, paf, ils sont synapses avec ça. Why not? Et du coup, souvenez-vous, vos stratagèmes sont plus puissants quand vous êtes synapse. Donc mettre 2 unités synapses, vu que vos stratagèmes ciblent souvent 2 unités à portée synaptique, du coup, ça peut être bien dans cette thématique. Mais je pense qu'il va pas venir dans toutes les listes d'armées en mode auto-inclus, quoi. C'est pas comme le tyran à pied. Donc, Lictor, mouvement 8, tendu 6 PV, save à 4, invu à 5. Il tape avec précision natif, donc plutôt bien, puis c'est pas des petites attaques. Petites attaques, 2+, force 7, PA-2, dégâts 2, donc plutôt excellent, avec la précision pour aller taper des personnages. Donc il a Fight First, Infiltrator, Lone Operative, Stealth. Ok, donc ça veut dire que si vous le chargez, faites gaffe, parce qu'il s'active avant vous. Si c'est lui qui vous charge, j'espère que vous avez Fight First pour s'activer avant lui. Il s'infiltre au déploiement, donc plutôt cool, pour faire la chasse au perso. Il est Lone Operative, donc ça veut dire qu'il faut être à 12 pouces ou moins pour lui tirer dessus. Et de toute manière, vos tirs vous allez avoir -1 pour le toucher. Donc il est bien équipé au niveau défensif. Feeder Tendril. Chaque fois que cette figurine détruit une unité ennemie personnage, vous gagnez 1 point de commandement. Oui, anecdotique. Une fois par tour de bataille, vous pouvez cibler une figurine avec cette capacité avec le Rapid Ingress Stratagem. Ah, c'est pas mal, mais il a pas Deep Strike. Donc ça veut dire que c'est forcément en réserve stratégique. On va aller voir la mort bondissante, je pense. Voilà, Death Sleeper. 7 PV, endurance 6, mouvement 8, OC1. Il a OC combien, lui? OC1 aussi. 6 attaques. En fait, il fait les mêmes attaques, j'ai l'impression. Ouais, 6 attaques, 7 moins de 2. 6 attaques, 7 moins de 2. Donc il fait comme un Lictor, sauf que il a les mêmes caracs. Quand il tue un personnage, il donne un CP, mais il peut pas utiliser Rapid Ingress gratos. Lui, il fait quand une unité ennemie est à 6 pouces de cette figurine, réduisez la caractéristique de commandement des figurines de 1. Ah non, c'est pas below half, c'est below its starting strange. Donc c'est en fait à partir du moment où l'unité a perdu une figurine, il fait un test de Battle Shock. Moins broken qu'avant, mais plus intéressant. Après, 6 attaques, je trouve ça un peu léger quand même. Malceptor. Alors, donc endurance 11, comme pour le Toxicrine, 14 points de vie, OC4. Psychic Overload, donc blast psychique, D6+3, donc en gros D6+4, qu'on tire souvent sur des force 10, PA-2, dégâts 3. Ah oui, bon, c'est 18 pouces, donc c'est pas une grande portée, mais c'est pas un petit tir, hein. C'est une bonne artillerie, ça. Tape pas mal, hein. Force 7, PA-1, dégâts 2, ou force 9, PA-2, dégâts D6+1. Je pense qu'on tapera avec les 6 attaques, hein. Parce que 3 attaques, c'est pas fou. 3 attaques sur 3+, ça veut dire qu'il y en a une qui est ratée. Encéphalique diffusion, quand une unité ennemie est à 6 pouces de cette figurine, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, soustrayez 1 au jet pour toucher. Et si cette unité est en dessous de sa moitié, soustrayez 1 au jet de blessure. Ok. Donc ouais, ça rappelle un peu l'action psychique qu'il pouvait faire pour réduire de 1 la force. Donc en gros, là, il nerf le jet de touche et le jet de bless. Un vu à 4. Donc ouais, il va être solide, lui. Hein. D6+3, c'est beaucoup de tirs. Hein. Force 10, PA-2, dégâts 3. C'est pas de mauvaises stats pour la 10e édition. J'aime bien. Il va falloir le faire courir. Et n'oubliez pas, hein, s'il est à 6 pouces d'un hive tirant à pied, il a assaut. Donc il pourra advance et tirer. Donc ça veut dire, déjà de base, 18+8 en portée effective, on est à 26
6 pouces et vous rajoutez D6 derrière. Donc solide, très solide. Faudra voir le coup en points, mais j'aime beaucoup. Le Malceptor est excellent. Pyrovore. Alors le Pyrovore, on l'a beaucoup vu hein, en V9, c'était une unité très très forte. Parce que vous pouviez avancer, tirer, vu que c'était une arme à flamme et assaut. Vu que ça touchait auto, vous vous en foutiez du malus pour toucher. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc endurance 6, qui est pas dégueu. 4 points de vie. Il me semble qu'ils ont gagné un point de vie là. Flame Spurt, donc in your cover, donc pas de bénéfice du couvert. Torrent, donc touche auto et Twin Linked, vous relancez léger pour blesser. Portée 12 pouces, ça bouge de 5, le Pyrovore. D6 plus 1, c'est pas blast. Donc il y a quand même un certain petit, il y a un petit aléatoire. Force 6 c'est bien, PA-1 dégâts 1. Bon corps à corps on va pas trop en parler. Et Burning Spray, durant votre phase de tir, après que cette unité est tirée, sélectionnez une unité ennemie touchée, ça touche l'auto donc ça va. Par l'une de ses attaques jusqu'à la fin de la phase, cette unité ne peut pas bénéficier du bénéfice du couvert. Ça peut être intéressant dans les listes de tir, ou si jamais il y a toujours l'espèce de drop pod tyrannide où vous en mettez 2 ou 3 dedans, puis vous ciblez 3 unités. Oh bah je touche auto et c'est quand je touche, t'as plus le bénéfice du couvert. C'est des unités de 1 à 3 et voilà. La Ruspex. Très longtemps boudé, hein. Endurance 11, PV 14, il a pas d'invue, il est save à 3. Grasping Tongue, donc précision, 12, attaque 1, donc il peut cibler les personnages avec précision, force 6, PA-2, dégâts D6 plus 1. Elle, si jamais elle passe et que tu rates ta sauvegarde, elle va pas te louper hein, au niveau des dégâts. Ensuite, il a la Ravenous Maw, 14 attaques à 3+, force 7, PA-1, dégâts 2. Et extra attaque, il a 4 attaques en plus, force 14, PA-2, dégâts D6 plus 1, touche à 3. Le machin, il balance 18 attaques, hein. Je trouve ça plutôt fort pour le moment par rapport à ce qu'on voit. À chaque fois que cette figurine est sélectionnée pour combattre, après avoir résolu ses attaques, si une ou plusieurs unités ennemies a été détruite par ces attaques, chaque unité ennemie à 6 pouces de cette figurine doit faire un test de Battle Shock Test. Ouais, parce qu'ils sont horrifiés par la manière dont leurs copains sont morts. Complètement avalés par toutes ces griffes, c'est... Bah écoute, je trouve très létal en mêlée. Il a un bon OC. OC 4, c'est plutôt bien. Ça veut dire que des figurines avec un OC de 1, il faut 4 figurines dessus. Donc si on joue MSU avec des unités de 5, bah, faut pas que vous ayez de perte dans votre unité. Venom Trop. Alors, anti-infantry, 5 attaques, touche à 3, PA0, dégâts 1. 3 points de vie, endurance 5, donc je garde un peu OC1. Full Sport, quand une unité de tyrannide est à 6 pouces de cette unité, donc c'est Whizzing, c'est pas Wally Whizzing, donc c'est juste à portée. À chaque fois qu'une attaque à distance cible cette unité, les figurines de cette unité ont le bénéfice du couvert contre ces attaques. En plus, quand une unité de tyrannide est à 6 pouces de cette unité, les figurines de cette unité ont Stealth Ability. Ah oui, putain, c'est encore plus fort qu'en V9, c'est-à-dire que vous gagnez le plus dans la sauvegarde du bénéfice du couvert, et en plus, vous faites un -1 contre les attaques de tir. Et bon, on va continuer à en jouer. Par contre, ils ont perdu le Fight Last et ils ont perdu l'anti-désengagement. Et ils ont par contre la règle Stealth, ce qui leur permet, si jamais on leur tire dessus, d'avoir -1 pour les toucher. Donc, plutôt fort. Je pense qu'on jouera toujours une petite unité de 3. Hein. C'est de 3 à 6, donc je pense qu'on en jouera toujours. Donc pour l'instant, mon style de liste ne change pas trop. Il n'y a que le tir en LA, clairement, faut le jouer à pied. Hein. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Ensuite, on a les Von Srayan Leaper. Donc mouvement de 10, endurance 5, Fight First, Infiltrator, Stealth, donc -1 pour les toucher, ils peuvent s'infiltrer, ils ont Fight First. Ils ont 6 attaques chacun de force 5, PA-1, dégâts 1, donc c'est de la saturation. Et donc cela, on peut cibler cette unité pour faire une intervention héroïque pour 0 PC, donc ça c'est très bien aussi. Surtout qu'ils ont le Fight First, donc durant le tour adverse, ça permet de s'activer avant le joueur adverse, donc contre certaines unités, ça peut être bien. Je pense que ce sera une petite unité de scoring, principalement, parce qu'ils ont un bon mouvement, ils s'infiltrent, ils ont Stealth, pas mal. Neurogaunt, alors eux, je les aime pas. Je les trouve nuls. Nul. Quant à la portée de synapse, ça gagne le mot-clé synapse, donc en gros, elle rallonge de 6 pouces la portée synaptique des gars qui sont derrière, mais endurance 3, ça y va 6 en fait. Et c'est aussi simple que ça. Hein. Puis, ça tape comme des moules, autant jouer des Ormagaunt. En vrai, autant jouer le Neuro-Tyran avec des tirs en garde pour le protéger et donner synapse à 2 unités durant votre phase de commandement que de jouer ça, hein. Clairement. Aucun intérêt. Hein. Les Termagaunt encaissent plus, les Ormagaunt beaucoup plus mobiles, enfin. Donc ça va prendre la poussière pour ceux qui auront, comme moi, les boîtes Léviathan. Zoanthrope. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus le Neurotrope, donc à voir. Donc endurance 5, 3 points de vie, un vue à 4, et puis un vue à 5. C'est le sergent le Neuro.
Ah ouais, il est là. Ok, c'est le sergent des zoanthropes. Ah bah dis donc, il a été démode, quoi. Ah, le neurotrope, on t'a trop vu en V9. Allez hop, tu deviens un sergent d'unité. Alors, Witchfire, 7, PA-2 dégâts D3, ou 1 tir. Ah mais c'est par figurine du coup. Pas plus, force 12, PA-3 dégâts D6 plus 1. Et on peut avoir combien de figurines? Il y a 6 figurines du coup. Donc, potentiellement, soit c'est 6 tirs, Lethal Hit. Ah mais c'est... Ouais, ok, Lethal Hit, Bless Auto. Alors, Lethal Hit avec un 12 de force, pas fou. Et c'est pas Blast, alors que l'autre est Blast. Alors on peut avoir 6d3 plus 1, donc plus 6, puisque c'est Blast. Je pense que ce sera toujours joué les zoanthropes et je serais pas étonné de voir des unités de 6, après avoir le coup en point. Oh puis bon, ça fait des petites attaques de mêlée. Ensuite, Spirit Leash. Quand une unité contient un neurotrope, si cette unité contient un neurotrope, quand une unité ennemie a 6 pouces de cette unité, avec une unité ennemie à 6 pouces de celle-ci, à chaque fois qu'une unité ennemie rate un test de Battle Shock, il souffre de D3 blessures mortelles et une figurine de cette unité regagne D3 points de vie. Ok, pas mal, j'aime bien. Et Warp Field, quand une unité tyrannide à 6 pouces... Ah, ça donne une invue à 6. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des Thermagontes. Vous jouez Venomtrope. Ils ont bénéfice du couvert et -1 pour être touchés avec le stealth. Ils ont Lethal Hit avec le Tervigon. Ils ont Assaut avec le Hive Tyran. Et vous rajoutez une invue à 6. Allez, vous me trouvez une petite Feel No Pain à 6 avec une espèce de grosse araignée, là, et on commence à avoir une liste. Hein. Bon, ça fait beaucoup de choses. Mais, ça me semble pas mal. Eh bien, performant, mais ouais, clairement, une unité de 6, là, 6d3 plus 6, donc ça fait quoi 2, 12 et 6, 18 tirs. Il y a de quoi faire mal. Ok, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Alors, les Genestealers, donc on voit, ils ont pas Devastating Wounds, donc clairement, avec le Broodlord hein, qui leur donne le Devastating Wounds, en plus, ils ont PA-2, ok, ils touchent à 2, 4 attaques touchent à 2. C'est fort. Ils reroll les 1 pour blesser de base et full reroll bless s'ils sont à portée d'un marqueur objectif. Donc ouais, puissant. Scout 8, donc comme le Broodlord. Parfait. Parfait. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, la fiche a déjà été révélée dans un article de Warhammer Community. Ensuite, on a les Raveners qui reviennent, donc mouvement 10. Alors Raveners hein, en V9 avec Kraken et Behemoth qui étaient très joués, très joués. Donc, déjà, ils ont Deep Strike, ça c'est bien. On va les regarder vite fait ici. Ils ont Raveners Claw et Talon et ils peuvent... Ok, donc ils ont toujours Raveners Claw et Talon et ils ont Thoracic Bioweapon. Et c'est de 3 à 6 Raveners, ok. Donc thoracique. Ah, c'est même pas pistolet. Ah, c'est un peu dommage. Donc 3 tirs à 4+, force 4, PA0, dégâts 1. Bah écoutez, si c'est gratuit, ce sera mis. Ravener's Claw Talon, donc c'est 7 attaques. 3+, force 5, PA-1, dégâts 1, donc c'est comme les bio-weapons. Et par contre, il relance léger pour blesser. Death from below, à la fin du tour de votre adversaire. Et si cette unité n'est pas à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, vous pouvez les retirer du champ de bataille et les placer en réserve stratégique. Parce que stratégique réserve, hein, je vous rappelle, hein, c'est entièrement à 6 pouces. Ouais. Alors après, ça peut être bien pour Rapid Ingrace avec, derrière. Ils vont en stratégique réserve et puis vous les faites pop pendant le tour adverse. Donc ouais, non, en fait, ça peut être sympa, même si c'est Woolly Within 6 pouces, d'un bord de table. Si c'est pendant le tour adverse, en fait, derrière, vous pouvez bouger de 10 et charger encore again and again. Ok. Ça Deep Strike de base, donc ouais, vous pouvez Rapid Ingrace pendant le tour adverse et puis vous vous mettez safe, et puis après, hop, vous bougez de 10, vous faites vos trucs. J'aime bien. Je la trouve pas broken, comme elle était en V9. Bon, ok, ils ont pas Advance Charge natif, mais ok, c'est correct, c'est très bien. Les Reapers, donc c'est OC0, mais ils ont une capacité qui fait que quand une unité ennemie est à portée d'engagement avec cette unité, on divise par 2 la caractéristique d'objectif contrôle. On nous dit pas si on arrondit à l'inférieur ou au supérieur. Donc à voir, ils peuvent avoir des pistolets, donc bon, ça reste 4 tirs, même, voilà, c'est 4 petits tirs. Si c'est gratuit, n'hésitez pas. Hein. Et par contre, leurs attaques, c'est Sustained Hit 1 natif. Donc c'est là où il faudra voir si c'est cumulable avec le truc... l'hyperadaptation, et c'est quand même 6 attaques par socle, hein. Donc vu que c'est des unités de 3 minimum, ça fait 18 attaques, touche à 5+, donc ça veut dire que vous aurez forcément des touches soutenues avec. Bon, force 2, c'est pas grand chose, mais vraiment pour trade en fait des contrôles d'objectifs, ils sont pas mal, ou même juste pour scorer parce qu'ils ont Deep Strike. Et ça, c'est vraiment, c'est très intéressant. Le parasite de Mortrex.
Bouche de douche, endurance 5, 5 points de vie. Est-ce qu'il est leader? Non, mais il est lone opératif, ça c'est bien, donc on peut pas lui tirer dessus sauf si on est à 12 pouces ou moins. Il a stealth, donc si on lui tire dessus, c'est -1 pour toucher. Il a deep strike pour arriver en frappe en profondeur. Ensuite, il a anti-infanterie. Alors j'ai juste envie, ouais, c'est ses équipements de base, il a pas d'option. Un caractère, il est pas synapse par contre. Ensuite, du coup, il est anti-infanterie 3+, il est extra attaque, donc il a une attaque en plus qui touche à 2. Force 3, PA-2, dégâts 3, mais anti-infanterie 3+, donc il blesse sur 3+, l'infanterie, et c'est surtout de la critical wound. Et vu qu'il a pas blessure critique, il met pas ses dégâts en mortel. Et après, c'est Cloud Limb, 6 attaques, touche à 2, force 5, PA-1, dégâts 1. Ok, c'est correct. Bah, c'est pas dingue. On va voir par contre au niveau de ses capacités. Avant, il était surtout utilisé parce qu'il était Synapse, mais là, il l'est plus. Là, ici, il l'est pas, sachant que ça, c'est la faction, hein, Synapse. C'est pas sa capacité. Et là, il l'a pas. Parasite infection. À chaque fois qu'une figurine d'infanterie est détruite par ses attaques, par les attaques faites par le Barbed Ovipositor, donc à chaque fois qu'il fait son extra attaque, donc ça reste situationnel, vous pouvez ajouter une nouvelle unité de Reaper Swarm à votre armée constituée de D3 figurines et vous les mettez à 3 pouces de lui. C'est sympa. Si vous le faites, cette unité de Reaper peut être mise à portée d'engagement d'une figurine détruite de l'unité, mais pas à portée d'engagement d'autres unités ennemies. D'accord. Oh, ça c'est drôle. Je pense que c'est anecdotique parce qu'il faut que ce soit de l'infanterie, faut pas qu'il soit mort avant, faut que ça touche, faut que ça blesse parce que 3+, c'est une chance sur 3 quand même. Ensuite, Hit Hitch. Au début de la phase de combat, sélectionnez une unité ennemie à portée d'engagement de cette figurine. L'unité ennemie doit faire un test de Battle Shock Test. Ah, c'est pas mal. En fait, si elle rate son Battle Shock Test, du coup, il va pas pouvoir utiliser de stratagème. Donc, s'il a fait Fight First, vous allez pouvoir activer toutes vos unités Fight First. Il va même pas pouvoir utiliser le stratagème pour faire une contre-attaque. Je trouve pas ça transcendant en vrai. Un peu déçu du parasite. Ensuite, on a le Moloch. Endurance 10, pas mal. Point de vie 14, OC 4, mouvement 10. Donc, c'est qu'un seul. Distanceable Joe, Moloch Sizing Talent. De toute façon, il a que ça. Donc, Distanceable Joe, c'est de la mêlée, c'est qu'une attaque, une extra attaque, anti-infanterie 4+, et Devastating Wounds. Donc lui, par contre, il peut mettre des mortels avec son extra attaque. Sinon, c'est 16 attaques, 3+, force 8, PA-2, dégâts 1. PA-2, c'est bien hein, dans cette version. Donc il Deep Strike, Terror from the Deep, à chaque fois que cette unité est arrive sur le champ de bataille avec la capacité Deep Strike, vous lancez un D6 pour chaque unité ennemie à 12 pouces de cette figurine. De 2 à 4, c'est D3 Mortal Wound, et 5+, c'est 3 Mortal Wound flat, et doit faire un test de Battle Shock. C'était en V7 où il avait cette capacité. Quand il arrivait, c'était la galette d'artillerie et il infligeait des dégâts PA-2, je crois, sur les machins. Et le tour suivant, il pouvait être remis en réserve pour qu'un autre tour il puisse revenir et refaire la même chose. Là, ça aurait pu être cool, mais voilà, ça n'arrive qu'une fois, donc faut bien trouver le bon moment. Alors 12 pouces, c'est bien parce que lorsque vous arrivez de frappe en profondeur, déjà c'est à 9 pouces des unités ennemies, à des figurines ennemies. Donc du coup, si c'était moins de 9 pouces, bah c'était pas ultra rentable, mais du coup, vous avez une espèce de couronne de 3 pouces au-delà de votre portée de frappe en profondeur pour justement essayer d'impacter un maximum d'unités ennemies. Ce qui est bien, c'est que c'est sur du 2+. Alors, par contre, si vous faites 1, vous êtes un peu deg. Sur 6 unités, il y en a une qui prend rien, ça peut être pas mal. Après, il reste dégâts 1 sur sa mêlée. C'est pas extraordinaire. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très très létal. Le Trigon, mouvement 10 en du 10, bon bah, c'est le même châssis que le Moloch. Lui, par contre, il a une arme de tir qui fait 6 tirs, touche soutenue 2, donc quand il fait des 6 pour toucher, il rajoute 2 touches, sachant on a un stratagème hein, pour passer la touche critique à 5+. Force 5, bon, PA0, dégâts 1, c'est pas fou. Salut Dorn. Trigon Sizing Talon, 12 attaques. Ouf, par contre, il fait pas des petites attaques. Hein. 12 attaques, 3+, force 9, PA-2, dégâts 3. Deep Strike aussi. Subterranean Tunnel, à chaque fois que cette figurine arrive sur le champ de bataille en utilisant la Deep Strike, vous pouvez le mettre n'importe où sur le champ de bataille à 3 pouces de toute figurine ennemie. Si cette figurine est setup à 9 pouces de toute unité ennemie, qu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge. Donc en gros, tu as le droit de frappe de fait 3 pouces d'unité. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça pour le Moloch? C'est idiot. En mode, le Moloch, il a le droit de fait à 3 pouces et il peut pas charger et par contre vous infligez les mortels à 12 pouces. Et lui c'est juste, vous pouvez arriver à 3 pouces, mais si vous êtes à 9 pouces, vous pouvez pas charger quand vous le faites. Cette figurine est mise en place, within 9 pouces, donc à 9 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies. À la fin
fin du tour, vous pouvez pas charger. Je vois pas le principe. Ouais, c'est ça, il a à moitié volé la capacité du Moloch, mais il fait pas de BM. Bah en fait non, parce qu'avec 12 attaques de force 9, PA-2, dégâts 3, t'as envie de charger en fait. Donc tu vas arriver à 9 pouces comme ça, enfin à plus de 9 pouces, comme ça tu vas pouvoir charger. Donc tu vas faire une frappe classique. Tu vois pas l'intérêt d'arriver à 3 pouces avec le Trigon. Là, il y a un problème d'ergonomie entre le Trigon et le Moloch. Faites genre Deep Strike, vous mettez un truc comme quoi, si vous avez une unité, parce que c'était ça aussi ce qu'il pouvait faire le Trigon, c'est d'aider une unité qui était mise en réserve à arriver en jeu. Donc en gros qu'il ait subterrain tunnel et qu'il fasse venir genre des Raveners ou des Ormagons qui est en réserve stratégique avec lui, là je dirais ok. Et que ça tu le mettes pour le Moloch qui peut pas charger mais il met les BM, bah voilà, du coup t'as un vrai design. Mais à chaque fois, ils chient leur design sur le Moloch et le Trigon. Ouais, contesté, mais au C4, c'est cool. T'as le même objectif contrôle que 2 Thermagons. Allez. Merci, bonsoir. Vraiment, là, je trouve que la mécanique qu'ils ont fait est nulle. C'est nul. Désolé Games, là vous faites encore de la merde. Il y a encore des figurines qui sont belles en plus. Hein. C'est pas des figurines LED. Hein. Les figurines sont pas moches. Elles sont belles, on a envie de les jouer. Ce serait bien qu'elles aient un véritable intérêt technique. Là c'est juste des plots. Ça arrive et voilà. Rien de plus. Ah merde. Ouais, je suis un peu chafouin pour eux. Bon, les mucolides, qu'est-ce qu'ils nous font? Endu 4, 3 points de vie. Bon, ça peut se tuer vite. Bio-Minefield. Les unités ennemies ne peuvent pas commencer ou finir un mouvement d'avance à 6 pouces de cette unité. Ok. La mort flottante. Floating Death. À chaque fois qu'une unité finit un mouvement à 3 pouces de cette figurine, et à chaque fois qu'une figurine de cette unité finit un mouvement à 3 pouces, ouais, donc que ce soit l'adversaire ou moi, d'une unité ennemie, vous lancez un D6. Sur un 1, il se passe rien. De 2 à 5, vous infligez D3 blessures mortelles. Sur un 6, l'unité souffre de D6 blessures mortelles. La figurine de cette unité cause ce jet de dés et détruite. Classique. De 1 à 2 mucolides et c'est tout. Formine. Deep Strike, donc elles peuvent FEP, ok, Sinab, c'est la faction. Donc c'est pareil, Biophile, et puis elle, c'est de 2, c'est une blessure mortelle, et sur un 6, c'est des 3 blessures mortelles, donc ça ne change rien. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le Biovore. Exocrine. Ah, l'exocrine, j'en ai joué au Paris GT. Donc, on est sur une endurance 10, sauvegarde à 3+, 14 points de vie. On est sur une arme qui est blast et lourde, donc s'il bouge pas, il a plus 1 pour toucher. 36 pouces, D6 plus 3. Je crois que c'était pareil, on est en termes de tir. Force 8, PA-3, dégâts 3. Touche à 3+. Pour l'instant, c'est plutôt correct. Au corps à corps, il se démerde pas trop mal. Hein. 3 attaques à 3+, force 7, PA-2, dégâts 2, mais PA0. Et de l'image, synapse, symbiotique targeting durant votre phase de tir. Après que cette figurine est tirée, sélectionnez une unité ennemie touchée par cette attaque. À la fin de la phase, à chaque fois qu'une unité tyrannide fait des attaques sur cette unité, relancez les jets pour toucher de 1. J'aime beaucoup. Alors, Games Workshop, vous savez designer un exocrine, mais alors le Moloch et le Trigon, ça fait des années que vous savez plus quoi en faire. Hein. Faudra voir son coup en point. Il a OC4, donc il peut garder un objectif dans votre zone de déploiement sans trop de soucis. Il peut avoiner l'adversaire, porter 36 pouces, c'est pas dégueu. Force 8, PA-3, dégâts 3, c'est pas dégueu. Il peut vraiment taper dans de l'élite. Et en plus de ça, s'il tue pas l'unité d'élite, et ben il donne une relance des 1 pour toucher à vos unités. Donc relance des 1 pour toucher, si derrière, ah oui, avec mes Thermagons, avec les Thermagons qui gagnent létal hit et touche soutenu, là on commence à avoir un bon truc là. Hein. Biovore. Alors, endurance 6, save à 4 points de vie. Formine Launcher, Blast, Devastating Wound, EV Indirect Fire. Ok. Donc si vous ne bougez pas, vous pouvez supprimer le malus du tir indirect qui vous permet. Normalement, vous avez -1 pour toucher. Et avec le EV, si vous bougez pas, vous avez +1. Enfin, oui, vous avez +1 pour toucher. Donc du coup, vous toucherez à 4, force 6, PA-2, dégâts 2. Devastating Wounds, donc ça veut dire que lorsque vous faites un 6 pour blesser, vous mettez vos dégâts en blessure mortelle. Et Blast, c'est-à-dire que vous êtes à D3 plus X, X étant en fonction du nombre de figurines dans l'unité que vous ciblez. Speed Spormine. Durant votre phase de tir, à chaque fois que cette unité est sélectionnée pour tirer, il peut utiliser cette capacité au lieu de faire ses attaques avec son arme à distance. Si vous le faites, vous pouvez ajouter une nouvelle unité de Spormine à votre armée de toute unité ennemie. Cette Spormine contient une figurine pour chaque figurine dans cette unité. Ah, c'est pas mal. D'accord. Donc c'est des unités de 3 max. Donc ça veut dire, à votre tour, au lieu de tirer normalement, vous faites popper une unité de Spormine et cette unité est composée d'une Spormine pour chaque figurine Biovore dans votre unité. Donc vous pouvez monter jusqu'à 3, donc c'est une unité de 3 Spormines. Donc c'est moins performant qu'avant, mais vu que le Biovore avait été nerf en V9 en janvier, je crois, où du coup les figurines de Spormine, vous deviez les payer en points. Là, normalement, vous ne les payez pas, mais c'est qu'une Spormine par Biovore. Donc c'est bien sans être bien, mais c'est bien, parce que ça touche à 4+, c'est que force 6.
sachant que les spore mines peuvent mettre des blessures mortelles, donc unité de 3. Alors ça fait qu'une unité de 3, vous lancez 3D quand elles explosent, sur un 1 c'est raté, donc on va dire qu'il y en a un qui rate, vous avez potentiellement une BM et des 3 BM. Ouais, ça reste correct, mais faudra voir en fait le coût en points des biovores. S'ils sont pas chers les 3, ça peut se prendre. OC1, donc OC3 au total sur un objet dans votre zone de déploiement, pourquoi pas. Carnifex, alors en du 9, 8 points de vie, save à 2, OC3, des unités de 1 à 2. Ah ok, on peut plus monter à 3 Carnifex, c'est que de 1 à 2. Donc ils sont équipés de Sizing Talon de base, d'Extra Sizing Talon, de Xenoclaw and Teeth. Alors du coup on va déjà voir leur équipement de base, hein. Carnifex Sizing Talon. Carnifex Sizing Talon c'est 6 attaques. Ah maintenant ça touche à 4. Ouh c'est nul. Force 9, PA-2, dégâts 3. Carnifex Extra c'est 2 attaques en plus, avec le même profil. Ok. Après on a dit Xenoclaw and Teeth. 4 attaques, 4 plus, ouais ça c'est nul. Au niveau des équipements, peu importe le nombre de figurines de Carnifex, les Extra Sizing Talons on peut les enlever. Donc et là c'est n'importe quel nombre vire les Sizing Talons. Ok. Pour avoir le Death Eater, Slimmer Maggot, Dévoreur, Bioplasma, Spinebanks. Non je pense que du coup vu que les Sizing Talons c'est 6 attaques, ça c'est extra attaque, faudra virer de l'extra attaque. Parce que comme ça au corps à corps on tapera avec ça et puis au lieu des extra attaques on mettra une arme de tir. Donc on a soit le Death Eater with Slimmer Maggot, donc 24 pouces, 6 tirs, 4 plus, force 7, PA-2, dégâts 1. Dévoreur Brain Lynch Worms, portée 18, 12 tirs, 4 plus, force 6, PA0, dégâts 1. Bon, Heavy Venom Cannon on l'a vu, Strangletorn Cannon on l'a vu, Carnifex Crushing Claw, bah ça c'est l'arme de mêlée. Donc si vous jouez avec Crushing Claw, remplacez les Sizing Talons à la place. Je pense que vous pouvez, ouais. Et vu que c'est de l'extra attaque, autant garder les extra attaques si vous voulez jouer avec des Crushing Claw au lieu des Sizing Talons. Ça vous fait 4 attaques de force 12, PA-3, dégâts D6 plus 1, et 2 extra attaques de force 9, PA-2, dégâts 3. Donc ok, ça c'est au niveau des équipements. Bioplasma, Assaut Blast, D3. Ouais ok, c'est un espèce de Death Eater un peu moins performant en termes de portée et de nombre de tirs. Et le Spinebanks, Assaut, 6 pouces, 5. Ouais ok, d'accord, c'est de la saturation. Alors, Blistering Assaut. À chaque fois qu'une unité ennemie est sélectionnée pour tirer, après que cette unité est tirée, si n'importe quelle figurine de votre unité a perdu un ou plusieurs PV résultant de ses attaques, cette unité peut faire un Blistering Assaut Move. Pour ce faire, lancez un D6, ajoutez 2 au résultat. Chaque figurine de cette unité peut faire un mouvement d'une distance en pouces égale au résultat, mais cette unité doit finir son mouvement aussi proche que possible de l'unité ennemie la plus proche. Quand ils font, les figurines peuvent être bougées à portée d'engagement d'une unité ennemie. Chaque unité peut seulement faire un mouvement d'assaut blistering par phase. C'est pas mal ça. Je vous rappelle, hein, All One Eyes peut rejoindre une unité de 2 Carnifex. Du coup, ils peuvent reroll touche. Donc si on l'additionne au blistering assaut qui leur permet de bouger de D6 plus 2 quand ils se font tirer dessus, et qu'ils peuvent arriver à portée d'engagement, ça peut faire des bêtises. Hein, c'est intéressant, c'est technique. Ça va être intéressant de voir les listes justement qui vont jouer autour. Ensuite, bon, le Screamer Killer, on l'a vu, c'est durant votre phase de tir, après que cette figurine est tirée, sélectionnez une unité touchée par une de ses attaques, cette unité doit faire un Battle Shock Test avec -1. Écoutez, le Screamer Killer, on l'a déjà vu pas mal de fois, c'est 10 attaques, hein, force 10, PA-2, dégâts 3, c'est une unité d'une seule figurine, et il est pas Carnifex, donc All One Eyes ne peut pas le rejoindre pour le mener. Les Hive Guard. Alors, on récupère sur l'Impaler Cannon l'Indirect Fire, mais c'est beaucoup moins létal qu'avant. C'est force 5, PA-1, dégâts 1, touche à 4+, même si c'est lourd, ça permet de temporiser le malus du tir indirect, donc il touchera à 4 en général, ou à 3+, s'il n'a pas bougé et qu'il voit sa cible. Endurance 7, donc 4 points de vie, c'est le châssis du tir en garde, il me semble. Ou alors vous pouvez l'équiper du Shock Cannon qui est anti-véhicule de plus, PA-1, dégâts 3, 24 pouces. Ah, il est vénère contre les véhicules. 3 attaques, ok. Ensuite, Defensive Stance. À chaque fois que vous ciblez cette unité avec le stratagème de tir en état d'alerte, quand vous résolvez ce stratagème, les touches sont scorées sur un jet de 5+ non modifié, ou à 4+ si vous êtes à portée d'un marqueur objectif. Ou ça peut être pas mal ça. Ça peut être vraiment bien. Tir en état d'alerte, c'est la phase de charge adverse ou la phase de mouvement. Après, force 5, PA-1, dégâts 1, ça reste limitatif. Je pense qu'il vaut mieux la jouer en anti-véhicule au besoin. Après, on verra, hein, on verra les unités Eldar, etc. S'il y a beaucoup d'unités qui sont légères et qui ont mal lorsqu'ils... Après, c'est pas in your cover, donc vous donnez le bénéfice du couvert. À voir. En fait, ouais, s'il y a vraiment besoin d'anti-véhicule, ça par contre, c'est très fort. Le Shock Cannon, je pense qu'il sera plus joué en anti-véhicule que vraiment en tir indirect. Parce que c'est des unités jusqu'à 6, donc ça peut vous faire 12 tirs, touche à 3, potentiellement reroll des 1 avec le pyrovore qui a touché. Derrière, blesse à 2 le véhicule, et le véhicule, il est
fait PA-1, dégâts 3 flat. Donc save à 3 passe à 4. Donc stade 12 c'est 4 ratés. On relance 1. Donc ça fait 3 ratés. Donc 9 touches. 9 touches qui blessent à 2 c'est 1 raté on va dire. Donc ça fait 8. 8 ça fait 4 réussis sur de la save à 4. 4 x 3 12 ça peut être 12 dégâts. Donc ouais non franchement bonne stat sur une unité de 6. Et en plus si jamais le véhicule vous charge, vous pouvez utiliser du coup le stratagème tir en Overwatch. Et dans ce cas là si vous êtes à portée d'un objectif marqueur, vous touchez à 4. Et bien sûr j'ai même pas fait la stat de la touche soutenue. Hein. Ça demande un peu plus de réflexion et de temps. Mais de base vous touchez à 5 au lieu de 6. Et en plus si vous êtes à portée de marqueur objectif c'est 4+. Très très bien. Je pense que je préfère largement la version Shock Cannon que l'Impaler. En tout cas ouais pour ceux qui veulent le jouer, pour l'instant a priori j'aime beaucoup l'anti-véhicule 2+. Tyrannofex. Alors, endurance 12, save à 2, 16 points de vie, bouge de 9, c'est pas mal. On va regarder vite fait sa règle, résilient organisme. À chaque fois qu'une attaque est allouée à cette figurine, on soustrait 1 au jet de dégâts. D'accord, donc c'est natif, il a -1 dégâts. Avec 16 PV en du 12, save à 2, c'est fort. Au niveau des équipements, il a le Flèche Borer Hive de base, et c'est ça qui peut changer en acid spray ou rupture canon. Alors le Flèche Borer Hive, lourd, touche soutenue 1, Twin Linked, 20 tirs, force 5, PA0, dégâts 1. Donc 20 tirs qui touchent à 3 mais qui peuvent toucher à 2 parce qu'il est heavy. Donc touche soutenue 1 et relance léger pour blesser. Donc ça c'est un bel anti-infanterie là. Surtout s'il se cumule avec la touche soutenue de l'hyperadaptation. Alors je pense que ça se cumule parce qu'en fait pourquoi mettre Sustained Hit? C'est pour dire ah si vous prenez pas le machin qui fait touche soutenue contre l'infanterie, bah, vous l'avez quand même. Ouais bof. L'acid spray donc torrent touche auto, D6 plus 6 donc pas mal, 18 pouces, force 6, PA-2, dégâts 2. Plutôt sérieux hein, comme stat d'anti-infanterie là. Par contre on a moins de tirs hein, que 20 mais évidemment rupture canon donc lourd, on peut avoir le plus 1 pour toucher. Portée 48, que 2 tirs, ça c'est un peu dommage. Touche à 3 donc potentiellement touche à 2 avec le lourd, il a pas bougé. Force 18, PA-4, dégâts 2d6. Alors le 2d6 c'est un peu dommage parce qu'on peut faire 2 hein, avec ou 3-4 grand max avec seulement 2 tirs. J'aurais peut-être vu plutôt un 1d6 plus 3 ou un d6 plus 4, quelque chose comme ça, histoire de stabiliser le tir. Je pense pas que le rupture canon soit joué avec. Je pense vraiment pas. C'est tellement aléatoire ça. Ou alors vous lui mettez, je sais pas si on peut lui mettre une amélioration dessus ou si c'est à n'importe qui qu'on peut mettre une amélioration, mais l'amélioration qui vous permet, vous savez, de relancer un jet, dont les dégâts. Et là, ok, pourquoi pas. Mais c'est beaucoup d'investissement pour que 2 tirs. Si vous avez bougé, vous touchez à 3 ou que vous ratez les 2 tirs, bah dommage pour vous. Donc ouais, ok. Je pense qu'il sera joué en acid spray ou surtout en Flèche Borer Hive parce que franchement 20 tirs, touche à 2, touche soutenue, relance léger pour blesser, c'est une belle saturation. Et après Okai qui fait 4 attaques, 3+, force 8, dégâts 2 mais PA 0. Ouais, c'est moyen. Tyrannocyte, donc ça on l'a toujours. Alors, Aeral Sealing, transport, donc il peut transporter 20 infanteries tyrannides, donc 20 guerriers. Non, ok, pas 20 guerriers. Est-ce qu'on vous dit, si les figurines infanterie ont une caractéristique de point de vie supérieur à 1, ils prennent 3 places. Donc ça va, ils y ont pensé. Et là, je regarde une infanterie, eh ben 20 guerriers, puis là je fais monstre, et là je vois, ah, infanterie, ils disent un truc. Alors sinon, c'est un monstre avec caractéristique de 12 points de vie au moins. Le Tyrannocyte Bioweapon, c'est 5 tirs, donc c'est pas fou. Attends, ils nous disent il en a qu'un. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est 5 tirs, force 5. Ah, dégâts 2 quand même. Mais bon, touche à 4. Fencing Whip. 6 attaques, force 7, PA-1, dégâts 2. Ouais, il déconne pas quand même tout seul lui. Hein. OC2, donc il tient des objets. En du 9. Attends, en du 9 ah, le drop pod il sera en du 9 aussi ou pas? 10 points de vie. Cette figurine doit débuter en réserve. Donc il peut arriver T1. Donc ça encourage le fait que les frappes en profondeur de base ne vont pas pouvoir arriver tour 1 hors drop pod et Tyrannocyte. Donc ça c'est cool. L'unité embarquée dans cette figurine doit immédiatement désembarquer quand elle arrive sur le champ de bataille et doit être un 9 pouces de toute figurine ennemi et nous précise qu'on ne peut plus réembarquer dedans. Ok, donc oui, on a un drop pod qui bouge, qui vole, qui bouge de 8 quand même, c'est pas dégueu. Il y a des petites attaques de mêlée qui sont pas dégueu non plus. Bien, bien, bien. Ensuite, on a la Hive Crone. Alors, elle est aircraft. Donc aircraft, ça veut dire qu'elle est obligée de bouger au moins de 20 pouces. Et elle peut bouger de 20 pouces ou plus. On nous précise pas combien? Non, ok, il n'y a pas de max. Alors, Airborne Predator, la Hive Crone. À chaque fois que cette figurine fait des attaques à distance qui ciblent une unité avec le mot-clé vol, il ajoute plus 1 pour toucher. Alors il a le drôle canon, c'est un torrent, donc c'est le lance-flamme qui est force 6, PA-1, dégâts 1, 2d6 tir et 12 pouces, le Stinger Salvo, bon ça on l'a déjà vu, le Tentaclide, donc il est anti-véhicule 4+, Devastating Wounds, il a 4 attaques.
Donc ça veut dire que sur les 4 attaques, il touche à 3. Mais si c'est un volant, il touche à 2. Donc unité avec le mot-clé vol, hein, donc les Space Marines d'assaut avec leur réacteur, ça marche aussi. Donc il touche à 2. Donc sur les 4, allez, on va dire il y a peut-être un 1 qui traîne. Donc 3 touches. Anti-véhicule 4+, donc peu importe la force, il va blesser à 4 en Devastating Wounds. Donc 4 avec les 3, il en a entre 1 et 2 qui passent, on va dire 2. Il fait 4 blessures mortelles. C'est pas transcendant en vrai. Par contre, ça, en mêlée, ça peut être drôle. Over, je crois que c'est le stationnaire, donc il peut être déployé en stationnaire. D'accord, parce que de mémoire, quand j'avais lu les règles d'Aircraft, on peut pas charger quand on est Aircraft. Ouais, oui, elle est au C0, et du coup, les Aircraft en V9, avaient effectivement, merci Chlorel, j'avais pas fait gaffe. Anciennement, les Aircraft, les aérodynes, ne pouvaient pas contrôler d'objectif. Donc vu qu'on se posait la question par rapport à l'objectif contrôle 0, est-ce que ça peut contrôler un objectif? Donc si on part du principe, ils ont gardé cette méthode où les aircraft ne peuvent pas contrôler d'objectif, du coup, avec l'OC0, ça pourrait correspondre au fait qu'on ne peut pas contrôler d'objectif. Mais ça, comme le dit Chlorel, on a peut-être une réponse. C'est pas sûr à 100%, il nous faut encore plus de détails et de validation de la part de Games par rapport à ça, mais clairement, je pense que l'interprétation dont j'ai fait de l'OC0, c'est tu contrôles pas, point. Du coup, on donnerait de l'importance aux capacités d'objectifs collants. Et ça, c'est très bien. Du coup, donc je disais, vu que vous êtes aircraft, vous n'avez pas le droit de charger. Vous pouvez combattre des unités qui vous ont chargé, mais vous n'avez pas le droit de charger. Par contre, si vous êtes stationnaire, donc je pense que c'est over en anglais, là, vous pourrez charger et vous ne bougerez que de 20 pouces. Donc le 20 plus pouces, je pense que c'est quand vous êtes aircraft, mais quand vous passez en mode over, vous êtes à 20, parce que dans les règles, c'est 20. Et là, vous allez pouvoir charger. Et quand vous êtes anti-fly, donc anti-volant, donc à partir du moment où l'unité a mot-clé volant, vous blessez sur 2+, et donc vous avez une extra attaque à 1 de force... Alors bon, c'est qu'une attaque hein, qui touche à 3, mais c'est force 10, PA-3, dégâts D6, ça peut faire mal. Après, je le trouve pas si exceptionnel contre les volants, en tout cas. Je le trouve pas si dingue. Il y a beaucoup de tirs, il a un peu d'attaque, mais ils sont pas exceptionnels. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Voilà, on va passer à la harpie. Bon, déjà, elle est over, elle a OC0 aussi, donc 9, 12, donc c'est la même stat line que... comment il s'appelle? Que la Hive Crone. Donc, ok, elle a tous ses équipements, elle peut remplacer son Stargultorn Cannon par les Heavy Venom Cannon. Donc, au niveau des Stinger Salvo, bon, ça on connaît. Le canon venin jumelé, donc du coup, il est blast toujours, mais vous pouvez relancer léger pour blesser, donc ça c'est bien contre les véhicules. Vous serez donc toujours à D3 tirs plus X, étant le nombre de figurines le nombre de tranches de 5 figurines dans l'unité que vous ciblez. 3 plus, force 9, PA-2, dégâts 3, mais vous relancez léger pour blesser. Et là, vous êtes à D6 plus 1, de force 7, PA-1, dégâts 2. Je pense que je le garde en Strangletorn Cannon. Ah, faut voir. En fait, si tu veux de l'anti-véhicule, tu vas pas jouer harpie, hein, les gardes des ruches. Après, ça bouge bien. Hein. Alors, on va regarder ici, parce que là, je pense qu'on va pouvoir poser des mines, des spores mines. À chaque fois que cette figurine finit un mouvement normal, vous pouvez faire une des choses suivantes. Sélectionnez une unité ennemie à travers laquelle vous avez bougé durant votre mouvement. Vous lancez 6 dés, sur chaque 3+, une blessure mortelle. Donc 6 dés 3+, ça fait 4 blessures mortelles en moyenne. Ou alors, vous pouvez ajouter une nouvelle unité de D3 spores mines à 6 pouces de cette figurine, mais à 9 pouces de toute figurine ennemie. Enfin, de toute unité ennemie. Alors ça, par contre, je pense qu'elle sera toujours jouée pour ça. En fait, 4 blessures mortelles, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment pas rien. Contre certaines armées, ça peut faire 4 morts. Dans une unité de 10, il en reste 6. Vous avez plus que 2 morts à faire, il fera des Battle Shock tests. Donc, mais moi, personnellement, je pense que je continuerai à la jouer en canon étrangleur. Je l'ai jamais joué avec les canons venin lourds. J'ai toujours joué en canon étrangleur. Je préférais la saturation aux dégâts. Et là, je pense que c'est mieux de jouer on va dire, le prince avec le canon venin, même s'il n'est pas twin linked, pas grave, que d'avoir 2 canons venin qui font autant de tirs qu'un seul, mais qui peuvent juste relancer le jet pour blesser. Donc quitte à relancer un jet pour blesser, je préfère le faire sur D6 plus 1 tir, bon blast hein, toujours, de force 7, PA-1, dégâts 2, je trouve la relance plus pertinente là-dessus que sur le canon venin. Après, c'est mon avis. Donc je trouve la relance du twin linked plus pertinente sur le canon étrangleur. Après, bon, comme je dis, hein, j'ai toujours joué canon étrangleur, mais dans la méta, ça a joué canon venin en V9, donc je ne serais pas surpris que ce soit le cas aussi. Mais pour l'instant, j'ai ma préférence pour le canon étrangleur. Et du coup, elle pose toujours des spores mines, et ça, je trouve ça fort. Ou elle met jusqu'à 4 BM. 4 BM, c'est même pas, peu importe l'unité que vous avez croisée, hein, ça peut même être un véhicule. Je trouve ça très très fort. Sporocyste, c'est un monstre. Sporocyste, je crois que c'était un bâtiment pendant la V9, un building, et maintenant il passe monstre. Alors, durant votre phase de tir, à chaque fois que cette figurine est sélectionnée pour tirer, elle peut utiliser cette capacité au lieu de faire ses attaques d'armes à distance. Si vous le faites, vous pouvez ajouter une unité de spores mucolides
qui contient une figurine, n'importe où sur le champ de bataille à 18 pouces de cette figurine, mais à plus de 9 pouces des unités ennemies. Et sinon, c'est Ranged Weapons, Pyrosis Bio, Hive Defense, donc j'irai voir après, c'est 24 pouces, 5 attaques, force 5, PA-1, dégâts 2, touche à 4. À chaque fois qu'une unité ennemie arrive, ou finit un mouvement normal d'advance ou désengage, à portée de ses armes, si cette unité est éligible, est une cible éligible, le porteur peut tirer avec cette arme sur l'unité, comme si c'était votre phase de tir. Et le porteur peut le faire 4 fois par phase. Ouais, les Titi, ils ont beaucoup de capacités qui proc. Une espèce de défense anti-aérienne, c'est pas anti-aérienne, mais anti-ennemi, quoi. C'est une espèce de... comment c'était sur StarCraft ? Une Shunken, les espèces de petites tours avec les langues là dans StarCraft. C'est un peu ça, mais pour le tir. Psychophage, bon ça on l'a déjà vu, hein. In Your Cover, bon endurance 9, 10 points de vie, ça y va 3, elle a pas d'invue. Donc psychophage, psychique, torrent, donc In Your Cover torrent, donc ça c'est pas mal. Touche auto et ignore les bénéfices du couvert. Décis tir, force 6, PA-1, dégâts 1, pas non plus exceptionnel. Bon là on est vraiment sur de l'anti-psy, hein, parce que c'est beaucoup d'attaques, des 6+1 qui touchent à 3, mais qui blessent les psycheurs sur 2+, et qui inflige les 2 dégâts en blessure mortelle, mais c'est que contre les psycheurs. Pour le reste, on est force 6, PA-1, dégâts 2. Elle a une Feel No Pain à 5 native, donc une insensible, donc c'est plutôt bien vu qu'elle a pas d'invulnérable. Ensuite, elle a une aura, c'est... Ah oui, les unités amies à 6 pouces ont une insensible à 6+, donc c'est pas mal avec les... pour donner en fait aux unités genre de Thermagant, etc., plus de survivabilité. Et Feeding Frenzy, à chaque fois que cette figurine fait des attaques de mêlée ciblant une unité en dessous de sa force de départ, ajouter 1 au jet pour toucher, donc c'est très bien pour ces attaques. Si jamais elle est elle est à moins de son demi-effectif, on ajoute un +1 pour blesser, donc ça reste ok. Après, en fait, tout dépendra du coup en points. Parce que c'était bien de donner une Feel No Pain, etc. Mais si la figurine, elle vaut 300 points, t'es là, tu fais, non, en fait, on va esquiver ça. Mais là, je commence à voir, on peut avoir un vue à 6 sur les Thermagant, la Feel insensible à 6+, on peut avoir le bénéfice du couvert et infliger un -1 pour être touché, on blesse automatiquement sur un 6 pour toucher grâce au Tervigon. On peut advance et tirer grâce au Hive Tyran. Donc ouais, on commence à avoir un plan de jeu avec les Thermagant, parce que j'aime bien jouer Thermagant en tyrannite. Ensuite, bon, le Barbgone, ça on les a vus, j'ai bien envie de passer, ça c'est pas fou. Pour moi, c'est vraiment pas fou. Peut-être une unité de 5 en réserve stratégique, juste pour le côté -2 mouvement et -2 advance charge, on a besoin de temporiser, mais en vrai, on va plutôt body block avec des Thermagant, en tout cas moi je le vois plutôt comme ça, que de ralentir avec des tirs. Dépendra des points, etc. Et c'est tout, on a fini. Et bah écoutez, j'ai mes petites préférences. La harpie, excellente. Le tyrannocyte, en fonction des besoins. Hiveguard, je pense que pour le shock cannon, ça peut vraiment être intéressant. Sachant que les Hiveguard, alors ils sont infantry, 5x3, 15, 6x3, 18. Vous pouvez mettre une unité de 6 dans un tyrannocyte. Donc vu qu'ils ont plus d'un point de vie, ils valent pour 3, donc 6x3, 18, vous avez une capacité de 20. Donc vous pouvez les mettre dans le tyrannocyte pour les faire venir là où vous en avez le plus besoin. Parce que mine de rien, ok, Shock Cannon c'est anti-véhicule de plus, mais c'est qu'une portée de 24 pouces. Les Carnifex, pour moi, ce sera forcément jouable avec, si vous voulez jouer le vieux Borg, voilà, je me souviens du nom. Si vous voulez jouer avec le vieux Borg, mais pour le reste, bon, vous mettez toujours le canon venin et puis vous gardez vos Carnifex Sizing Talon. Hein. Les Biovores, tout dépendra du coup en points, pour pouvoir poser une unité de 3 spore mines à chaque tour. Exocrine, excellent. Excellent. Oui, non, vous n'êtes même pas obligé de jouer Pyrovore. Vous jouez Exocrine pour donner la relance D1. C'est lui. Donc ouais, non, c'est Exocrine. Je pense que je jouerai même pas Carnifex, moi. Je pense que je vais revenir à ce que j'avais joué au Paris GT. Exocrine. Faudra penser au Tyrannocyte avec les Hiveguard, potentiellement. Spore Mines, ça, on va pas les jouer. Trigon Moloch, on va pas le jouer. Parasite, bof. Reaper, ça peut être stratégique par rapport au scoring. Les Raveners, tout va dépendre du nombre de points, mais clairement, je préfère les guerriers, à la rigueur. Genestealers, ça peut jouer très très bien aussi. Non, c'est pas infiltrateur, c'est scout. Zoanthrope, forcément. Je pense 6, parce que c'est eux aussi qui donnent l'invue à 6. Neurogaunt, non. Von Srayan Leaper, ça peut se jouer, c'est de l'infiltrateur, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup, ça bouge de 10. Venomtrop, oui. Au moins 3. La Ruspex, pourquoi pas, il est plutôt efficace maintenant que ça c'est extra attaque, donc il fait 18 patates. Il est pas mauvais. Le Malceptor, c'est un monstre aussi. Force 10, PA-2, dégâts 3. Ça fait mal. Touche à 3, D6 plus 3. Le Death Sleeper, alors il est bien, mais je le trouve pas transcendant. Pareil pour le Lictor. Le Neurotyran avec les Carnifex, peut-être en jouer un.
On verra. En fait, tout va dépendre des coûts en points. C'est ça le souci. Hein. Les points, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Ça coûte trop cher, ce sera pas joué. Mais son côté moins en commandement pour faire le Shadow in the Warp et le fait qu'il donne Synapse à 2 unités, ça peut être intéressant. Les tyrans car, bah toujours, hein, parce qu'on va forcément jouer un Hive Tyran, clairement. Les gargouilles, pourquoi pas, ça Deep Strike. C'est des petites unités de 10 en général. Clairement, je vais m'orienter à fond vers les Thermagant. C'est mon style de jeu. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Peut-être, on verra avec les points restants. Est-ce que les Ormagons, ça peut être bien aussi. Les Ormagons combinés avec comment il s'appelle, le Neurotyran, on leur donne Synapse, puis pof, on les envoie, vu qu'ils peuvent advance et charge. Très bien. Pour moi, les Thermagant, hein, c'est une unité de cœur. Et du coup, je jouerai Dévoreur, vu que je vais avoir Lethal Hit avec le Tervigon, et non pas le Flèche Borer. Et le Hive Tyran à pied, il donne assaut. Donc clairement, je vais jouer le Hive Tyran à pied. Au niveau des guerriers tyrannides, on verra avec les points restants aussi. Ce qu'il nous faut d'autres unités. Hein, parce que Thermagant, c'est pas létal. On peut leur donner une certaine létalité, mais c'est pas non plus extrêmement létal hein, en soi. Parce que bon, avec PA0, s'ils ont une sauvegarde à 2+, ils garderont une sauvegarde à 2+. Mais clairement, au niveau des guerriers tyrannides, c'est les ranged weapons. Clairement, si vous jouez mêlée juste pour une attaque et une PA en plus et une relance D1 pour toucher, point, je préfère le désengage tir-charge. Autant j'aurais bien vu un désengage tir avec eux et un désengage charge avec la version mêlée et en gardant l'Adrenalized Unslockt, mais en fait, non. Non. Voilà, All One Eyes, excellent. Il a son insensible 5+ de base, il donne une relance des touches au Carnifex, à lui-même aussi, sachant qu'il peut faire 6 attaques de force 14, PA-3 dégâts des 6+1. Il régène, donc le temps de détruire les 2 Carnifex pour ensuite atteindre le vieux Born, pour ensuite essayer de le tuer et qu'il se régène pas, il va falloir y aller. Hein. Tervigon, bon bah, ma copine, hein. Vu que j'aime le Thermagant, j'aime le Tervigon, donc clairement ce sera à jouer. Le Tyrannide Prime, bah faudra voir, parce que vu qu'il donne touche soutenue et que vous avez aussi touche soutenue sur pas mal d'armes et sur votre hyper-adaptation contre l'infanterie et le swarm, bah faudra voir si ça se cumule. Pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Après, il n'est pas non plus dégueu, hein, il a 6 attaques. Je pense que si vous jouez du guerrier, au moins une unité avec un Tyrannide Prime, ça peut être bien. Pour donner touche soutenue aussi bien aux armes de tir qu'aux armes de corps à corps. Il balance quand même 5 attaques, hein, les guerriers tyrannides avec les armes à distance, c'est pas rien. Les unités de 5, c'est 25 attaques quand même, donc c'est pas dégueu. Et derrière, vous avez 6 attaques quand même qui sont force 6 et dégâts 2, donc go. Broodlord, bah clairement, si vous jouez pas mal de Genestealers, intégrez-le. Il donne Devastating Wounds. Si vous jouez un gros pack de Genestealers, faites-le. J'aime beaucoup. Le Swarmlord, bah sa capacité en fait, qui vous donne forcément 1 point de commandement à votre phase de commandement est vraiment bien. Ensuite, une fois par bataille, vous allez pouvoir augmenter le coût d'un stratagème de l'adversaire. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et lui, il a sa portée Synapse qui est à 9 pouces au lieu de 6, qui est excellente. Et il a un pouvoir psychique qui est pas dégueu contre de l'infanterie, D6+3 tirs et c'est dégâts 2 pour de la force 5. Là où il y a un petit bémol, c'est qu'il balance que 8 attaques au corps à corps, sachant que le tyran à pied classique en lance que 2 de moins pour la même stat. Voilà, c'est un peu dommage, donc faudra voir. Pour l'instant, j'aime beaucoup le tyran à pied, hein. Donner assaut aux unités amies, utiliser une arme lourde et garder les pédos plus ces extra attaques, je crois. Hein. Non, c'est ces extra attaques que vous virez. Enfin, vous avez de base les pédos, c'est les extra attaques et vous virez l'extra attaque pour mettre une arme de tir. Voilà, ils nous mettent en fait, je lisais les petits astérix, mais ils nous remettent comme quoi on peut pas avoir double canon venin, double canon étrangleur. Logique. Tyran ailé, déçu. En fait, vu que Tyran Talon, c'est votre équipement de base, hein, Épédos, Bioknout et Tyran Talon. Donc c'est soit vous utilisez l'Épédos et le Bioknout ou le Tyran Talon. Donc du coup, en fait, clairement, il faut jouer avec une arme de tir ou alors avec les monstrueux Sizing Talon pour se combiner au Tyran Talon. Vous êtes obligé en fait de remplacer l'Épédos et le Bioknout. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Après, il a le Will, bon, il peut utiliser un stratagème pour 0 PC, comme l'autre Tyran, et il a quand même un petit truc pour mettre des blessures mortelles. Voilà. Donc clairement au niveau des améliorations, je pense que je mettrai l'adaptive biologie sur mon Tervigon et je pense le redéploiement sur mon Hive Tyran. Au niveau des améliorations, ce qui me semble qu'on peut avoir 3 améliorations maximum par armée et forcément des différentes. Et après on verra en fonction pour la 3e si c'est vraiment primordial ou pas. Bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir été présent sur le live.